Elle se tenait dans la cuisine alors que le monde extérieur commençait à s'éteindre. Personne ne la regardait. Personne ne l'écoutait. Elle n'était que la cuisinière, cette veuve silencieuse qui préparait les miches de pain et savait tenir sa langue. Mais pendant que les hommes riaient et jouaient aux cartes en ignorant le ciel qui prenait la couleur d'une échymose, Claire Vallet observait quelque chose qui la terrifiait, et elle était la seule à le voir venir. Que se passe-t-il quand la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle que tout le monde ignore? Restez avec moi. Cette histoire va changer pour toujours votre regard sur les gens discrets. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Abonnez-vous et rejoignez notre famille. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Laissez un j'aime et dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire a voyagé. La première chose que l'on remarquait chez Claire Vallet, c'était ce qu'elle ne faisait pas. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle ne se disputait jamais. Elle ne s'imposait pas dans les conversations comme certains le faisaient, forçant leurs opinions là où personne ne leur avait fait de place. Elle se déplaçait dans la cuisine du domaine de la Roche-Noire, comme l'eau coule autour d'une pierre, tranquillement, avec constance, sans jamais faire de vagues. Elle avait 35 ans. Ses mains étaient rudes, de cette rudesse que seules des années de vrai travail peuvent forger. Pas cette rugosité décorative que certains arborent comme un trophée, mais la version authentique, gercée aux articulations, avec des taches permanentes sous les ongles que même le frottage le plus acharné ne parvenait jamais à effacer. Elle gardait ses cheveux bruns attachés si serrés que cela tirait sur le coin de ses yeux. Elle portait les mêmes deux robes en alternance. Elle ne possédait rien qui vaille la peine d'être volé. Les hommes de Roche-Noire ne savaient presque rien d'elle, si ce n'est qu'elle faisait du bon pain et gardait le café toujours chaud. Pour eux, c'était suffisant, peut-être même plus qu'assez. C'était la 3e semaine de novembre quand le ciel a commencé à se détraquer. Claire l'a remarqué au petit matin, avant que quiconque ne soit levé. Elle était sortie chercher du bois, une tâche quotidienne aussi automatique que la respiration, quand elle s'est arrêtée devant la pile de bûches et a regardé vers le nord. L'horizon avait une couleur qu'elle reconnaissait. Ce n'était pas du gris, pas ce gris pâle et délavé des nuages d'hiver ordinaires. C'était quelque chose de plus sombre en dessous, quelque chose qui avait du poids, comme un bleu se formant sous la surface de la peau du ciel. La lumière était fausse. L'air avait ce tranchant particulier qui n'appartenait pas au froid habituel. C'était le genre de froid qui signifie que les choses sérieuses commencent, un froid qui avait une intention. Elle est restée là un long moment, serrant une bûche de pain contre sa poitrine, et elle a fait les calculs dans sa tête. Les chevaux étaient agités depuis l'après-midi précédent. Elle les avait vus dériver vers l'extrémité sud de l'enclos, pressant leur croupe contre la clôture nord, les oreilles aplaties d'une manière qui n'avait rien à voir avec de l'irritation. Les animaux ne faisaient pas ça pour rien. La température avait chuté de 10 degrés entre le souper et minuit. Elle le savait parce qu'elle gardait un petit thermomètre cloué à côté de la porte de la cuisine, et elle le vérifiait comme d'autres femmes vérifient l'heure, par habitude, par besoin de savoir où en étaient les choses. Et maintenant, il y avait ce ciel. Claire a ramassé le reste du bois et est rentrée. Le petit déjeuner se composait d'œufs, de lard salé et de pain frais. Les ouvriers agricoles sont arrivés du froid par groupes de 2 ou 3, tapant la neige de leurs bottes, retirant leurs gants et les claquant contre leurs cuisses. Ils étaient 7 ce matin-là. Gabriel Moreau, le propriétaire du domaine de la Roche-Noire, était parti au bourg 2 jours plus tôt pour ce qui devait être un aller-retour d'une journée, et il n'était pas encore revenu. Quelque chose l'avait retenu. Claire a posé les assiettes sur la longue table en bois et a écouté les hommes parler. La température a encore chuté cette nuit, a dit un jeune ouvrier nommé Pierre Gauthier, tendant le bras vers le sel avant même que quiconque ait touché à son assiette. Il avait environ 22 ans, avec une tentative de barbe clairsemée et une tendance à dire des évidences comme s'il s'agissait d'observations brillantes. Ça chute toujours en novembre, a répondu Baptiste Perrin. Baptiste était le plus ancien du domaine, bien au-delà de la soixantaine, avec un visage qui ressemblait à une carte en relief de chaque hiver rigoureux qu'il avait survécu. Il était à Roche-Noire depuis plus longtemps que quiconque, plus longtemps même que Gabriel n'était propriétaire des lieux. Il mangeait lentement et parlait peu, ce que Claire avait toujours respecté. C'est différent cette fois, a insisté Pierre. Chaque année est différente quand on est jeune, a rétorqué Baptiste avant de se replonger dans ses œufs. Claire a versé le café autour de la table sans qu'on le lui demande. Elle s'est arrêtée à l'autre bout, près de la fenêtre, et a regardé à nouveau vers le nord à travers le verre ondulé. Le ciel s'était assombri depuis sa dernière vérification. Le bleu noir s'était propagé. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a posé la cafetière sur le dessous de plat en fer et est retournée en cuisine. Elle a tenté une approche une fois en milieu de matinée, alors que la plupart des hommes étaient dehors près de la grange. Elle avait réfléchi à la manière de le dire.
Elle n'était pas le genre de femme à s'approcher des gens pour faire des déclarations fracassantes. Elle savait comment cela se terminait. Elle avait essayé des années auparavant, dans un autre domaine. Et elle se souvenait encore du regard des hommes. Pas en colère, ce qui aurait été plus facile à gérer, mais juste amusée. Comme si elle avait dit quelque chose d'adorable. « Ne vous inquiétez pas, madame, on gère la situation. » Elle a donc choisi Pierre Gauthier, pensant qu'il était le plus susceptible d'écouter, ou du moins le moins susceptible de la faire se sentir stupide. « Pierre, a-t-elle dit, l'attrapant près d'un poteau de clôture qu'il était censé vérifier. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose. » Il s'est retourné avec ce sourire facile, légèrement condescendant, que les jeunes hommes adressent aux femmes qu'ils considèrent comme inoffensives. « Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Claire ?»« Un blizzard arrive, un gros. Je pense qu'il frappera avant la nuit. » Il a regardé le ciel. Puis il l'a regardé. Le sourire n'a pas disparu tout à fait, mais il s'est transformé en quelque chose de plus patient, de plus prudent. Comme les gens ajustent leur expression quand ils s'apprêtent à contredire quelqu'un qu'ils ne veulent pas offenser. « C'est vrai que c'est un peu gris, a-t-il admis. Ce n'est pas juste un peu gris. Regarde les chevaux. Regarde comment ils se tiennent. » Il a jeté un coup d'œil vers l'enclos en plissant les yeux. Ils ont l'air très bien. Ils font face au sud, tous autant qu'ils sont. Ils tournent le dos au nord. Les animaux font des trucs bizarres parfois, mademoiselle Claire. Elle a soutenu son regard un instant. Il n'a pas détourné les yeux, mais elle a vu quelque chose sur son visage. Pas de la cruauté, rien de calculé. Juste la certitude absolue et inébranlable qu'elle se trompait, qu'elle était anxieuse comme les femmes le sont parfois, et que lui, Pierre Gauthier, 22 ans, avec un seul hiver alpin à son actif, comprenait la situation mieux qu'elle. « Très bien, a-t-elle dit. Elle a tourné les talons et est repartie vers la maison. Elle n'a pas perdu une seconde de plus à essayer de convaincre qui que ce soit. C'était la facette de Claire Vallet que presque personne ne comprenait, car de l'extérieur, on aurait dit qu'elle abandonnait. Elle avait demandé, elle avait été conduite, et maintenant, elle cessait de demander. Mais elle ne cessait pas d'agir. De retour en cuisine, elle a sorti ses 2 plus grandes marmites en fonte et a commencé à les remplir d'eau avec la pompe intérieure. Si les tuyaux gelaient, et ils allaient geler si cette tempête était ce qu'elle pensait, ils auraient besoin d'une réserve d'eau à l'intérieur. Elle travaillait vite, efficacement, sans un geste inutile. La question de l'eau lui a pris 15 minutes. Ensuite, elle est descendue à la cave et a fait l'inventaire dans sa tête. Ils avaient assez de farine pour 4 jours, assez de lard pour 6, assez de haricots secs pour tenir plus longtemps que ce que quiconque voudrait en manger. Le pain qu'elle avait cuit la veille était sur l'étagère. Elle l'a descendu et l'a enveloppé dans des linges. Les pommes dans le tonneau au fond étaient encore fermes. Bien. Elle a sorti des couvertures supplémentaires du coffre de rangement dans le couloir et les a empilées près de la cheminée principale. Elle a alimenté chaque feu de la maison, préparant des foyers plus grands que d'habitude, non pas pour une chaleur immédiate, mais pour créer un lit de braise qui conserverait la chaleur pendant des heures. Elle en était à son 3e voyage de bois quand Baptiste Perrin est entré par la porte arrière et s'est arrêté. Il est resté sur le seuil un moment, la regardant empiler le bois le long du mur de la cuisine avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui ne se souciait plus de ce qu'on pensait d'elle. Ses vieux yeux ont parcouru la pièce, les marmites pleines, les couvertures supplémentaires, le pain enveloppé. Il n'a rien dit pendant un long moment. « C'est grave à ce point ?» a-t-il fini par demander. Elle a levé les yeux vers lui. Assez grave pour qu'on ait besoin de mettre le bétail dans la gorge sud avant la tombée de la nuit. Le vent viendra du nord. Cette gorge le bloque. Baptiste est resté silencieux. Il a remis ses gants lentement, un doigt après l'autre. Les gars ne vont pas aimer recevoir des ordres de... Il s'est interrompu. « Je sais, a dit Claire. Je leur dirai que c'est mon idée, a déclaré Baptiste. Si vous me dites ce qu'il faut faire. Ce qui a suivi fut 3 heures d'un chaos à peu près organisé que Claire a surveillé en partie depuis la fenêtre de la cuisine et en partie depuis le porche arrière, où elle restait à donner à Baptiste des instructions calmes qu'il transmettait ensuite aux autres hommes avec ses propres mots, sa propre voix et l'autorité de ses 60 ans que personne ne remettait en question. Le bétail fut la partie la plus difficile. Déplacer 40 têtes de bétail par un temps qui se dégradait, avec la température qui chutait et le vent qui se levait, était un travail physique exténuant qui laissait les hommes jurer et glisser dans la boue gelée et la neige près de la porte du pâturage sud. Claire a vu Pierre Gauthier tomber 2 fois dans les 10 premières minutes. Elle a vu un ouvrier nommé Raoul recevoir un coup de sabot dans le tibia, assez fort pour qu'il boite tout le reste de l'après-midi. Mais le bétail a bougé. Ils sont entrés dans la gorge sud, rétillissant et mugissant, leur souffle sortant en nuages épais, leurs sabots grattant le sol gelé à l'entrée du défilé. Claire avait eu raison pour la gorge. Même de là où elle se tenait, elle pouvait sentir la différence de vent dès que le terrain changeait. Les parois rocheuses le coupaient. Pas complètement, mais assez. De retour au domaine, Baptiste a poussé les hommes à terminer le reste de la liste.
La fenêtre la plus fragile de la dépendance des ouvriers a vu son cadre renforcé avec des planches de récupération. Les portes de la grange ont été verrouillées avec des cordes supplémentaires. Le petit bâtiment qui servait de remise à outils a vu son toit lesté avec des pierres provenant de la clôture, parce que Claire avait dit à Baptiste que la pente face au nord était instable et s'envolerait lors d'une grosse bourrasque. À 4 heures de l'après-midi, le ciel au nord avait pris la couleur d'un toit en ardoise, sombre, bas et absolu. Pierre Gauthier est passé devant Claire en rentrant et s'est arrêté. Il a regardé le ciel. Il l'a regardé. Il n'a rien dit, mais son air suffisant avait disparu. Le blizzard est arrivé au coucher du soleil, comme quelque chose qui avait attendu toute la journée pour cesser d'être poli. Claire l'a entendu d'abord comme un changement de son. Le vent qui n'avait cessé de monter et descendre tout l'après-midi s'est soudainement stabilisé sur une note aiguë et continue qui venait de quelque part au-delà de la crête et ne s'arrêtait plus. Les vitres tremblaient dans leur cadre. Le feu dans la pièce principale a vacillé violemment un instant avant de reprendre sa place. Puis la neige a frappé. Pas cette neige douce et voltigeante des films ou des cartes de Noël. C'était horizontal, c'était gelé, cinglant et féroce. Le genre de neige qui s'insinue dans chaque fente, chaque fissure, et se fraye un chemin partout. Le monde extérieur a disparu de la fenêtre de la cuisine en moins de 5 minutes. Pas lentement, pas progressivement, mais d'un coup, comme si quelqu'un avait tendu un rideau blanc devant chaque fenêtre de la maison. À l'intérieur, malgré les feux, la température a chuté de 2 degrés dès la première heure. Claire se déplaçait dans la maison comme si elle s'était préparée exactement à cela toute sa vie, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Elle avait grandi dans des circonstances qui vous apprenaient à faire l'inventaire de ce que vous aviez et à vous en contenter, que vous vouliez apprendre cette leçon ou non. Son premier mari était mort d'une fièvre pendant une transhumance alors qu'elle n'avait que 26 ans, la laissant sans revenu et avec une réputation de veuve qui, étrangement, la rendait moins digne de confiance aux yeux des gens plutôt que plus expérimentée. Elle travaillait comme cuisinière de domaine depuis 9 ans maintenant, passant par 4 endroits différents dans 3 régions. Elle avait survécu à tout cela, non pas en étant exceptionnelle, mais en prêtant attention quand tout le monde autour d'elle regardait ailleurs. Elle a vérifié chaque feu. Elle a apporté de la nourriture aux hommes, un ragoût qu'elle avait commencé le matin même, riche en lard et en pommes de terre. Le genre de nourriture qui vous pèse sur l'estomac et vous garde au chaud de l'intérieur. Elle a redistribué les couvertures quand elle a remarqué que 2 des plus jeunes ouvriers avaient donné les leurs aux plus anciens sans rien dire, ce qui était soit de la générosité, soit de la stupidité, selon la température qu'il ferait cette nuit-là. Elle leur en a donc apporté 2 de plus à chacun. Baptiste était assis près de la cheminée principale, parlant peu, observant Claire travailler. « Vous en avez déjà vu une comme ça » a-t-il dit à un moment donné. Ce n'était pas vraiment une question. 2 a-t-elle répondu sans lever les yeux du ragoût qu'elle servait dans des bols. Une fois dans le Jura, une fois plus au nord que ça. Celle du Jura était terrible. On a perdu un homme. Baptiste est resté silencieux. C'est pour ça que j'étais pointilleuse pour les chevaux, a ajouté Claire. Elle s'était assurée, avant que la tempête ne frappe, que les bêtes soient à l'intérieur de la grange avec du fourrage supplémentaire et la porte verrouillée de l'extérieur avec assez de cordes pour que le vent ne puisse pas la déloger. Cela lui avait pris 20 minutes, et elle l'avait fait elle-même parce qu'elle ne voulait se disputer avec personne pour savoir si c'était nécessaire. Vers minuit, le vent a atteint un registre que Claire sentait jusque dans ses dents. Le feu principal flambait, et les hommes dormaient par roulement, personne ne voulant dormir trop profondément par un temps pareil. La jambe de Raoul, là où le bœuf l'avait frappé, s'était raidie au point qu'il se déplaçait avec une boiterie prononcée. Mais il refusait de se plaindre, une attitude que Claire trouvait à la fois admirable et épuisante. Pierre Gauthier est resté éveillé près d'elle à la table de la cuisine, bien après l'heure où il aurait dû dormir. Il regardait ses mains. « Mademoiselle Claire », a-t-il fini par dire. « Tu peux m'appeler Claire. » Claire. Il semblait tester le mot, l'informalité de la chose. « Comment avez-vous su ce matin ?» Pour la tempête. Elle a réfléchi à sa réponse. Elle aurait pu lui donner l'explication complète. Les chevaux, la chute de température, la couleur du ciel, l'odeur de l'air quand elle était sortie chercher du bois. Mais elle s'est demandé ce qu'il comprendrait réellement si elle disait tout cela, et elle n'était pas sûre que cela produise l'effet escompté. De la même manière qu'on sait n'importe quoi, a-t-elle dit. On prête attention assez longtemps. Il est resté silencieux. Dehors, le vent hurlait contre les avant-toits. On aurait perdu le bétail, a-t-il dit. Oui. Et l'eau aurait gelé d'ici demain matin. Oui. Il a hoché la tête lentement, comme s'il enregistrait une information capitale. Il était jeune, mais il n'était pas stupide. Elle lui accordait au moins ça. « Je suis désolé de ne pas avoir écouté ce matin », a-t-il avoué. Claire l'a regardé un instant. Il était sincère. Elle savait distinguer quand les gens le pensaient vraiment et quand ils ne faisaient que prononcer des mots. « Tu pourras te racheter en écoutant la prochaine fois »,
a-t-elle simplement répondu. Elle s'est levée de table pour aller vérifier le feu. La tempête a atteint son paroxysme dans les heures précédant l'aube. Claire était assise près de la fenêtre de la cuisine dans l'obscurité, ne regardant rien. Il n'y avait rien à voir, juste du blanc, un blanc oblitérant, et elle écoutait la maison tenir bon autour d'elle. Le toit craquait sous le poids de la neige qui s'accumulait. Les cadres des fenêtres gémissaient. 2 fois pendant la nuit, une rafale a frappé le mur nord de la maison avec une telle force que 2 des plus jeunes ouvriers se sont réveillés en sursaut, cherchant quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Mais les murs ont tenu. Les feux ont tenu. L'eau dans les marmites qu'elle avait remplies le matin même a tenu. Toujours liquide, toujours utilisable, parce qu'elle les avait placées assez près des foyers pour qu'elles ne gèlent pas. Tout ce qu'elle avait fait ce matin-là, chaque décision qu'elle avait prise sans que personne ne le lui demande, chaque instruction qu'elle avait transmise par Baptiste à des hommes qui ne savaient pas qu'il suivait ses ordres, tout cela portait ses fruits. Ce n'était pas de la satisfaction, pas exactement ce qu'elle ressentait assise là dans le noir. C'était quelque chose de plus calme, plus proche de cette immobilité particulière qui survient après avoir fait ce qu'il fallait faire, quand il ne reste plus qu'à attendre et voir si c'était suffisant. Elle est restée assise là jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir, passant du noir au gris profond, puis à ce gris pâle et épuisé d'une aube alpine après une tempête. Le vent était tombé. Pas disparu, le vent de montagne en novembre ne disparaît jamais tout à fait, mais il était devenu gérable, à échelle humaine, quelque chose qui ne donnait plus l'impression de vouloir détruire tout sur son passage. Claire s'est levée de sa chaise, les genoux raides, le bas du dos protestant comme il le faisait toujours quand elle restait assise trop longtemps dans le froid. Elle a remis du bois frais dans le feu de la cuisine. Elle a lancé le café. Elle mesurait la farine pour les miches du matin quand la porte arrière s'est ouverte avec un fracas d'air glacial et une silhouette a failli s'effondrer à l'intérieur, recouverte d'une couche de neige si épaisse qu'on le reconnaissait à peine comme un être humain. Gabriel Moreau était rentré. Il se tenait sur le seuil de sa propre cuisine, de la glace dans la barbe, les mains si froides qu'elles tremblaient, fixant la pièce chaleureuse devant lui. Les feux, les hommes endormis, la marmite de ragoût et cette femme debout devant son tonneau de farine, le regardant avec une expression de calme absolu et contenu. Il a parcouru la pièce du regard comme un homme qui s'attendait au désastre et qui trouvait tout autre chose. « Qu'est-ce que... » a-t-il commencé. « Ferme la porte, » a dit Claire. « Tu laisses entrer le froid. » Il a fermé la porte. Gabriel Moreau n'était pas un homme qui montrait facilement sa faiblesse. Il avait bâti le domaine de la Roche-Noire à partir de quelques hectares de rien gelé pour en faire l'une des exploitations bovines les plus productives de la vallée. Et il l'avait fait en étant le genre d'homme qui ne flanche pas, ni devant le mauvais temps, ni devant le travail acharné, ni devant cette forme particulière de solitude qui accompagne la gestion d'une propriété isolée où le voisin le plus proche se trouve à 10 km de route difficile. Il avait 43 ans, les épaules larges, des mains aussi rudes que celles de Claire, et un visage sculpté en angle inflexible par 15 ans de soleil et de vent de montagne. Mais là, debout dans l'entrée de sa propre cuisine, à moitié gelé et tremblant, face à une pièce qui aurait dû être dans le chaos et ne l'était pas, quelque chose s'est fissuré dans son assurance. Il est resté là plus longtemps qu'il ne l'aurait dû, la neige fondante formant des flaques sur le plancher autour de ses bottes, essayant de concilier ce qu'il voyait avec ce qu'il avait passé les 4 dernières heures à imaginer en luttant contre la tempête pour rentrer chez lui. Il avait imaginé des tuyaux gelés, du bétail paniqué, des hommes blottis inutilement autour d'un feu mourant, pendant que le vent démantelait le domaine pièce par pièce. Il avait poussé son cheval dans des conditions où aucun homme sensé ne s'aventurerait, parce qu'il ne pouvait supporter l'idée que sa propriété, ses gens, souffrent d'une catastrophe sans qu'il soit là pour agir. Ce qu'il n'avait pas imaginé, c'était Claire Vallet debout devant son tonneau de farine dans une cuisine parfaitement fonctionnelle, le regardant comme s'il n'était qu'un courant d'air légèrement gênant dont elle devait s'occuper avant de retourner à son pain. « Assieds-toi avant de tomber », a-t-elle dit, se dirigeant déjà vers la cuisinière. « Je vais te donner quelque chose de chaud. » Il s'est assis. Pas parce qu'elle le lui avait dit, c'est du moins ce qu'il se disait, mais parce que ses jambes avaient décidé qu'elle ne négocierait plus. Le café qu'elle a posé devant lui était assez fort pour décaper de la peinture, ce qui était exactement ce dont il avait besoin. Il a entouré la tasse en étain de ses 2 mains et a senti les tremblements de ses doigts s'apaiser. Le feu dans l'âtre de la cuisine était vif, dégageant une chaleur intense, et la pièce sentait le ragoût, la fumée de bois et cette odeur de levure particulière du pain fraîchement cuit. Le bétail, a-t-il articulé. Gorge sud, a répondu Claire sans se détourner de son fourneau. Ils y sont allés avant que la tempête ne frappe. Ils devraient être assez à l'abri. Il a fixé l'arrière de sa tête. Qui les a déplacés? Baptiste a organisé les hommes. On les a rentrés vers 16 heures. L'idée de Baptiste?
Elle a marqué un silence, juste un battement de trop. Il fallait le faire, a-t-elle dit. Gabrielle a de nouveau inspecté la cuisine, les marmites d'eau qu'elle avait remplies, dont il comprenait maintenant l'utilité. Le bois supplémentaire empilé contre le mur, les couvertures pliées et distribuées. Il était doué pour analyser une situation, il l'avait toujours été, et ce qu'il voyait en ce moment ne correspondait pas à la version qu'elle lui donnait. Il n'a pas insisté. Pas encore. Il avait trop froid, il était trop fatigué, et le café faisait un bien nécessaire à ses entrailles. « Quelqu'un est blessé ?» a-t-il demandé. Raoul a reçu un coup de sabot d'un bœuf pendant qu'on les déplaçait. Sa jambe sera douloureuse pendant quelques jours. Rien de grave. Tous les autres vont bien. Tous les autres vont bien. Il avait traversé des conditions qui l'avaient fait douter 2 fois de sa survie. Et il arrivait pour trouver tout le monde sain et sauf, le bétail en sécurité et le café déjà sur le feu. Il a fini sa tasse en silence. Il a dormi 4 heures, ce qui était moins que ce dont il avait besoin, mais plus que ce qu'il pensait pouvoir s'accorder. Quand il s'est réveillé, une lumière d'hiver grise pressait contre le givre de la fenêtre de sa chambre, et la tempête s'était calmée pour devenir supportable. Toujours moche, toujours accompagné de neige et de rafales hargneuses, mais plus le genre de temps qui vous tue dès que vous mettez le nez dehors. Il s'est habillé et est retourné dans la pièce principale où il a trouvé Baptiste Perrin assis seul près de la cheminée, fumant sa pipe et fixant le vide avec cette expression particulière d'un homme qui rumine une pensée depuis un moment et ne sait pas encore quoi en faire. Les autres ouvriers étaient dehors. Gabrielle entendait le bruit des pelles, les vérifications habituelles après une tempête de cette ampleur. Il y avait beaucoup de travail de remise en état. Il s'est assis en face de Baptiste et n'a rien dit pendant un instant. Avec Baptiste, on pouvait se le permettre. Le silence entre eux était facile, forgé par des années de travail sur la même terre. « Dis-moi ce qui s'est passé », a fini par dire Gabrielle. Ce qui s'est vraiment passé. Baptiste a retiré sa pipe de sa bouche et l'a contemplée. Claire l'a vu venir hier matin, avant même que nous y pensions. Elle est allée voir Pierre d'abord. Il ne l'a pas prise au sérieux. Il a marqué une pause. Elle est venue me voir après, et tu l'as écoutée. J'ai regardé les chevaux, a dit simplement Baptiste. La même chose qu'elle regardait. Puis j'ai regardé ce ciel. Il a secoué la tête légèrement. Ça aurait dû être moi le premier à le remarquer. Je te le dis honnêtement. 20 ans sur cette terre et il a fallu que la cuisinière vienne me dire qu'une tempête meurtrière arrivait dans 8 heures. Gabrielle n'a rien dit. Elle avait déjà tout planifié dans sa tête, a continué Baptiste. Le bétail dans la gorge sud, les réserves d'eau à l'intérieur, la fenêtre de la dépendance renforcée, celle qui fait face au nord. Tu sais, le cadre était branlant depuis août, le toit de la remise lestée. Elle savait dans quel ordre tout faire, aussi. Le travail le plus efficace que j'ai jamais vu. Et j'en ai vu, des hommes qui croyaient savoir gérer une crise. Elle t'a dit tout ça ? Elle me l'a dit et je l'ai repris à mon compte pour donner les ordres aux gars, a expliqué Baptiste. C'est comme ça qu'il fallait faire. Certains auraient discuté jusqu'à en avoir des engelures s'ils avaient su qu'ils prenaient des ordres d'une cuisinière. Gabriel s'est adossé à sa chaise. Dehors, il entendait la voix de Raoul, dirigeant probablement quelqu'un sur la section de neige à déblayer en priorité. Le feu crépitait. Le bétail, a-t-il murmuré. Pas une bête ne manque à l'appel ce matin. Au sec, nourri, à l'abri. Baptiste a remis sa pipe en bouche. Les voisins du domaine des sources ont perdu 11 têtes, d'après ce qu'on m'a dit. Chez les Lambert, c'est pire. Clôture arrachée, tuyaux éclatés. 2 de leurs gars se sont fait surprendre dehors quand ça a frappé. Il a regardé Gabriel fixement. Nous, on n'a rien perdu. Le poids de cette phrase a flotté dans la pièce. Rien perdu, a répété Gabriel. Pas la moindre petite chose, a confirmé Baptiste. L'évaluation complète des dégâts a pris la majeure partie de la journée et du lendemain. À mesure que les nouvelles des domaines voisins arrivaient par les cavaliers qui commençaient à circuler dès que les routes devenaient praticables, Gabriel sentait l'ampleur de ce qui s'était passé devenir plus nette. Le domaine des sources, à 10 km à l'est, avait perdu une partie du toit de sa grange sud et 11 bœufs restés dans un pâturage exposé. Le vieux Lambert, qui exploitait cette vallée depuis plus longtemps que quiconque, avait subi des ruptures de canalisation qui avaient inondé sa cave, détruisant la majeure partie de ses réserves de nourriture pour l'hiver. Plus au nord, 2 autres exploitations étaient dans un état pire encore. Des hommes avec des engelures, du bétail dispersé, et une famille qui avait passé 36 heures à brûler ses meubles, pour ne pas mourir de froid, parce qu'ils n'avaient plus de bois et ne pouvaient pas atteindre leurs réserves à cause des congères. Roche-Noire avait un poteau de clôture cassé du côté est, un peu de glace dans l'abreuvoir qui avait été vite réglé, et une fenêtre de dépendance qui avait tellement tremblé dans son cadre renforcé qu'elle s'était fissurée dans un coin, mais n'avait pas cédé. C'était tout l'inventaire. Le rapport complet des dommages. Gabriel a parcouru sa propriété seul dans l'après-midi, la neige crissant sous ses bottes, l'air froid, pur et vif dans ses poumons, comme c'est toujours le cas après le passage d'une tempête. Il est allé à la gorge sud et a regardé son bétail, agité maintenant, prêt à bouger, mais entier, vivant, chaque bête à sa place.
Il a posé sa main sur le flanc de la vache la plus proche et est resté là un moment, sentant la chaleur de l'animal contre sa paume glacée. Il a pensé à Claire debout devant son tonneau de farine à 4 heures du matin, calme comme un roc au milieu d'une rivière, le regardant faire fondre la glace sur le sol de sa propre cuisine. Il est rentré lentement, réfléchissant intensément. La conversation a eu lieu 2 jours après la tempête, quand les routes étaient dégagées et que la vie commençait à reprendre un semblant de normalité. Les autres ouvriers étaient sur le terrain pour s'occuper du retard accumulé. Baptiste avait emmené Pierre et Raoul vérifier la clôture haie. La cuisine était calme. Claire faisait ce qu'elle faisait toujours pendant le calme du milieu de matinée, du raccommodage. Elle avait une pile de chemises appartenant aux ouvriers, des déchirures et des coups d'usée qui s'accumulaient plus vite que personne ne semblait le remarquer, jusqu'à ce que soudain, tout ait besoin d'être réparé. Elle était assise à la table de la cuisine avec le tissu et l'aiguille, travaillant avec la même efficacité concentrée qu'elle appliquait à tout le reste. Gabriel est entré, s'est versé un café sans y être invité, et s'est assis en face d'elle. Elle n'a pas levé les yeux de son ouvrage. « Quelque chose vous tracasse ?» a-t-elle demandé. Ce n'était pas une question. « J'ai discuté avec les voisins », a-t-il dit. Les Sources, les Lambert et quelques autres. « C'est grave pour eux ?» Assez. Il a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse. Aux Sources, l'hiver va être rude. Chez Lambert, la situation de la cave est sérieuse. Ils vont manquer de tout avant mars s'ils ne sont pas réapprovisionnés. Il a marqué une pause. Ça m'a fait réfléchir à quel point on est passé près de la catastrophe. Elle a posé la chemise sur laquelle elle travaillait et l'a regardé directement pour la première fois. Elle avait des yeux sombres, calmes et observateurs, le genre de regard qui vous donne l'impression d'être passé au crible. « On n'est pas passé près », a-t-elle dit. « Pas une fois que tout a été fait. Vous voyez ce que je veux dire. » Elle a repris la chemise. « Vous voulez dire si je n'avais rien fait ?» Il a laissé cette phrase en suspens. C'était la vérité. Baptiste m'a raconté comment ça s'est vraiment passé. Il a dit que c'était votre décision, votre plan, et qu'il n'était que le porte-voix. Elle a passé une aiguille avec soin. Baptiste est un homme fier. Ça lui a coûté de venir me voir. Je n'allais pas lui en demander plus en revendiquant le mérite à voix haute. Gabriel l'a étudié. Il y avait quelque chose de presque épuisant dans le peu de reconnaissance qu'elle semblait attendre des autres. Pas de validation, pas de remerciement, rien. Elle avait sauvé son domaine, son bétail, et peut-être même la vie de certains de ses hommes. Et elle était là, à raccommoder des chemises. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir directement ?» a-t-il demandé. « Quand vous avez vu la tempête arriver, vous auriez dû envoyer quelqu'un me chercher au bourg. » Elle lui a lancé un regard qui n'était pas tout à fait de la pitié, mais qui s'en rapprochait. « On n'avait pas le temps de faire l'aller-retour avant que la tempête ne frappe, et je n'étais pas sûr que vous seriez revenu en un seul morceau si vous aviez chevauché sous ce temps. » Elle a marqué un temps d'arrêt. D'ailleurs, vous avez eu du mal à rentrer, même sans ça. Il ne pouvait pas le nier. Et puis, a-t-elle ajouté, sa voix descendant d'un ton, laissant paraître quelque chose de sincère et de brut. Je savais que je pouvais gérer ça. J'ai géré pire. Cette phrase a eu un impact différent de ce qu'il attendait. Ce n'était pas de l'arrogance. Elle n'était pas femme à être arrogante. C'était, il commençait à le comprendre, plutôt un fait qu'elle était fatiguée de devoir cacher. Une chose qu'elle savait d'elle-même, mais que le monde autour d'elle avait toujours refusé de rendre utile. « Où avez-vous géré pire ?» a-t-il demandé. Elle est restée silencieuse un moment. Dehors, le vent soufflait dans les arbres dénudés derrière la fenêtre de la cuisine. Un bruit sec d'après-tempête. Rien de menaçant. Dans le Jura avant de venir ici, et dans un autre endroit en Savoie avant ça. Elle a fait un nœud à son fil. J'étais dans le Jura quand une tempête est passée, pire que celle-ci. On a perdu un homme. Elle l'avait déjà dit à Baptiste le soir de la tempête, mais le répéter maintenant semblait différent à la lumière du jour. Assise en face de l'homme qui possédait le lieu qu'elle avait tenté de protéger. Après ça, j'ai commencé à faire très attention à ce à quoi ressemble un ciel dangereux. Comment s'appelait-il? L'homme que vous avez perdu. Elle a levé les yeux, légèrement surprise par la question. La plupart des gens, quand elle racontait cette histoire, réagissaient à la perte comme à une statistique, une leçon ou une mise en garde. Peu demandaient le nom. Émile, a-t-elle dit. Émile Girard. Il avait à peu près l'âge de Pierre, peut-être plus jeune. Il est sorti vérifier un cheval, et la tempête l'a emporté avant qu'il n'ait fait 10 mètres depuis la porte. Elle s'est replongée dans sa couture. On l'a retrouvée au printemps. La cuisine est redevenue silencieuse. Le feu dans l'âtre a crépité. « Je suis désolé, a dit Gabriel. C'était il y a longtemps, a-t-elle répondu, ce qui n'était pas vraiment une réponse à ses condoléances, mais la seule qu'elle avait. Il est resté assis avec cette pensée un moment. C'était un homme qui avait appris, surtout à ses dépens, que parfois la chose la plus utile à faire dans une conversation était de ne pas meubler le silence. « Je veux vous demander quelque chose, a-t-il fini par dire. Et je veux que vous me répondiez franchement. » Elle a relevé la tête et a attendu. « Qu'est-ce que vous savez d'autre sur ce domaine? Des choses que vous n'avez pas dites.
Quelque chose a changé sur son visage, pas de façon spectaculaire. Claire Vallet ne faisait rien de spectaculaire, mais quelque chose a bougé derrière ses yeux, comme si elle se tenait devant une porte fermée depuis longtemps et qu'elle ne savait pas encore s'il fallait l'ouvrir. « C'est une grande question », a-t-elle dit. « Je le sais. Prenez votre temps. » Elle a posé son ouvrage complètement cette fois, l'a plié sur le bord de la pile et a croisé ses mains sur la table devant elle. Elle l'a regardé avec une expression qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer, mais qui semblait mêler évaluation et décision. « Le ruisseau du côté nord de la propriété déborde au printemps, a-t-elle commencé. Pas chaque année, mais toutes les années où il y a eu beaucoup de neige, ce qui sera le cas cette année après ce qu'on vient d'avoir. Il sort de son lit et emporte la clôture du bas. Cette clôture doit être reculée de 20 mètres avant mars, sinon vous ferez des réparations d'urgence dans la boue jusqu'au genou en avril. » Gabriel n'a rien dit. Il écoutait. « La rotation des pâturages est en train de bousiller le pré du sud-est, a-t-elle continué. Le bétail y reste trop longtemps en deuxième moitié d'été, parce que le calendrier ne tient pas compte du fait que l'herbe y pousse plus lentement que dans le pré nord. Le drainage est différent. Je pense que vous le dégradez d'environ 1/3 chaque année. Donnez-lui encore 2 saisons comme ça, et il ne s'en remettra pas. » Elle s'est arrêtée. Il ne disait toujours rien. Son visage était devenu très fixe, comme celui d'un homme en train de recalculer quelque chose. Le toit de la remise à outils a une section fragile sur le versant sud. On ne le voit pas du sol, mais le bois sous les ardoises est ramolli par l'humidité. On l'entend quand on marche dessus. Ça tiendra peut-être un hiver de plus. Peut-être pas. « Comment savez-vous quel bruit fait le bois du toit » a-t-il demandé doucement. « Je suis monté vérifier en septembre » a-t-elle répondu sans emphase particulière. « Après les grosses pluies qu'on a eues, je voulais voir si c'était ce que je pensais. » Il l'a fixé. « Vous êtes monté sur le toit de la remise. » J'avais besoin de savoir. Il a absorbé l'information. Une cuisinière de domaine qui grimpe sur le toit de la remise en septembre pour vérifier l'état du bois et qui n'en dit rien parce que, et c'était la partie qui commençait à le déranger sincèrement, parce que personne n'avait jamais pensé à lui demander. « Quoi d'autre » a-t-il demandé. « Il y a une section du pâturage et où le sol est meuble d'une manière qui ne correspond pas au reste du terrain. Je pense qu'il y a une source souterraine qui l'alimente. Si j'ai raison, vous pourriez creuser un 2e puits là-bas et arrêter de dépendre entièrement du ruisseau pendant les sécheresses d'été. » Elle a marqué une pause. Je peux me tromper, mais j'ai traversé ce pâturage assez souvent pour être plutôt confiante. Combien de fois l'avez-vous traversé? Presque tous les matins quand je vais chercher le lait, c'est sur mon chemin. Il a laissé échapper un long soupir. Il avait engagé cette femme pour cuisiner, et elle avait apparemment passé une année entière à cataloguer silencieusement toute sa propriété avec l'attention systématique de quelqu'un qui comptait rester là très longtemps, ou de quelqu'un qui ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de comprendre le milieu dont elle faisait partie. « Pourquoi n'avez-vous rien dit de tout ça » a-t-il demandé. La question était sincère, ni frustrée, ni accusatrice, juste réelle. Elle l'a regardé un instant, et quand elle a parlé, sa voix était calme, mais il y avait quelque chose en dessous. Pas de la colère, pas tout à fait de l'amertume, mais quelque chose qui avait été contenu pendant longtemps. « Parce que je suis la cuisinière, monsieur Moreau. Je cuis le pain et je sers le café. La dernière fois que j'ai essayé de dire quelque chose à un propriétaire sans qu'il me le demande, on m'a rappelé assez clairement que j'étais payé pour nourrir les gens, pas pour les conseiller. » Elle a soutenu son regard. J'ai appris à attendre qu'on me demande. La pièce était devenue très silencieuse. Gabriel Moreau avait été traité de bien des noms au fil des ans. Têtu, difficile, exigeant, parfois juste, et parfois le contraire. Ce n'était pas un homme qui ressentait facilement de la honte. Mais être assis dans sa cuisine à écouter cette femme décrire une année de silence qu'elle s'était imposée, parce qu'elle avait appris qu'offrir son savoir depuis la mauvaise position ne lui valait que de l'embarras, cela créait un sentiment inconfortable dans sa poitrine qu'il ne savait pas nommer immédiatement. Il a pris sa tasse, l'a trouvée vide et l'a reposée. « Posez-moi vos questions », a dit Claire. Sa voix s'était un peu adoucie, comme si elle comprenait que ce qu'elle venait de dire l'avait touchée et qu'elle n'avait pas l'intention de remuer le couteau dans la plaie. « Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce domaine ?» Il l'a regardé. « Quelle est la chose la plus urgente? Pas les dégâts de la tempête, mais avant ça. La clôture nord avant mars, a-t-elle répondu immédiatement. C'est votre priorité. Après ça, c'est la rotation des pâturages. Vous devez changer ça avant la sortie du bétail au printemps. » Elle a repris son raccommodage, comme si la conversation était close et qu'il y avait encore du travail. Le toit peut attendre que le temps permette de travailler en sécurité. Printemps au plus tard, a-t-il acquiescé lentement. Très bien, a-t-il ajouté. Très bien, a-t-elle répété, passant son aiguille à travers le tissu du poignet déchiré de Pierre Gauthier. Il est resté assis là encore une minute, ne sachant pas trop comment terminer une conversation qui venait de bouleverser sa compréhension de sa propre propriété. Puis il s'est levé,
a porté sa tasse vide jusqu'à l'égouttoir à côté de l'évier et s'est dirigé vers la porte arrière. « Claire », a-t-il dit. Elle a levé les yeux. J'aurais dû demander plus tôt. Elle a soutenu son regard une seconde, puis elle s'est remise à sa couture. « Oui », a-t-elle dit. « Vous auriez dû. » Il a mis son manteau et est sorti dans le matin blanc et froid, pensant déjà à la clôture nord, à ses 20 mètres de recul, au poteau qu'il lui faudrait et au nombre de jours de travail avant mars. Et sous toutes ces pensées, il y en avait une autre. La question lancinante de tout ce qu'il avait raté en n'ayant jamais regardé dans la bonne direction. La clôture nord est passée en priorité. Gabriel n'a pas annoncé que c'était l'idée de Claire. Il est simplement rentré de sa marche matinale le 3e jour après la tempête, s'est versé un café et a dit à Baptiste qu'il voulait que la clôture nord soit reculée de 20 mètres avant la fin février. Baptiste l'a regardé un instant avec cette expression d'un homme qui a des doutes sur le timing, mais qui a appris au fil des décennies à choisir ses batailles. Le sol est gelé comme de la pierre, a rappelé Baptiste. Alors on commence à creuser les trous maintenant, pendant qu'on n'a rien d'autre d'urgent, et on aura de l'avance quand ça ramollira. Baptiste a regardé son café. Ça va être un boulot de chien. La plupart des choses nécessaires le sont, a tranché Gabriel. Et la conversation s'est arrêtée là. Claire a entendu cela depuis la cuisine où elle faisait fondre du lard avec l'attention concentrée que la tâche exigeait pour ne pas le brûler. Elle n'a rien dit, mais elle a pris note. Comme on note quelque chose dont on n'était pas sûr que ça arriverait, mais qui arrive enfin. Un petit ajustement interne, comme une porte qui se ferme doucement dans une maison qui a eu trop de courant d'air pendant trop longtemps. Les hommes ont commencé le travail sur la clôture la semaine suivante. C'était exactement le boulot de chien que Baptiste avait prédit. Le sol était gelé à une profondeur qui faisait de chaque trou de poteau un petit acte de violence contre la terre. Et le froid était de ceux qui s'insinuent dans vos articulations et vous font sentir chaque année que vous avez vécu. Pierre Gauthier est rentré après la première journée avec des ampoules sur les 2 paumes à force de manier la barre à mine. Il ne les a montrées à personne. Mais Claire les a remarquées quand elle a posé les plats sur la table et qu'elle a vu comment il tenait sa fourchette. Elle n'a fait aucun commentaire. Elle a simplement mis une portion supplémentaire dans son assiette, ce qui était un commentaire en soi. Au 3e jour de travail sur la clôture, les grognements ont commencé. Ce n'était pas dirigé contre quelqu'un en particulier, les râleries d'ouvriers agricoles le sont rarement, mais c'était ce bourdonnement sourd qui parcourt un groupe d'hommes fatigués et transis de froid. Claire en a entendu des fragments quand les ouvriers sont rentrés pour le repas de midi, la neige encore sur les épaules et l'humeur massacrée par ce travail ingrat. Je ne vois pas pourquoi on déplace une clôture qui a tenu bon pendant 6 ans, a dit l'un des plus jeunes ouvriers à un autre en retirant ses bottes. Il s'appelait Colin et il n'était à Rochenoir que depuis septembre, ce qui signifiait que son opinion sur ce qui avait tenu bon pendant 6 ans reposait sur une expérience d'environ 2 mois. Claire a posé le ragoût sur la table sans mot dire. C'est Baptiste qui a répondu depuis le bout du banc, sans même lever les yeux de son bol. Parce qu'au printemps, cette clôture se retrouve sous 60 cm de flotte et qu'on passe une semaine chaque foutue année à la réparer dans la boue. Il a levé sa cuillère. Sauf cette année. Colin s'est tu après ça. Claire a croisé brièvement le regard de Baptiste à travers la table. Il s'est replongé dans son ragoût. C'était la seule reconnaissance qu'il s'offrait devant les autres, et c'était suffisant. Le mois de décembre s'est écoulé sur Rochenoir comme d'habitude. Lourd, gris et implacable. Le genre de mois qui fait comprendre pourquoi les gens d'ailleurs pensent que les montagnes sont inhabitables. La température s'était installée dans une cruauté routinière. Assez froid chaque matin pour faire du trajet entre la maison et la grange, un exercice de pure volonté. Assez froid pour que le souffle des chevaux forme des nuages denses et que la glace des abreuvoirs doive être brisée à coups de maillet 2 fois par jour. Claire a adopté le rythme de la cuisine d'hiver, celle qui tient moins de la recette que du calcul. Quelle chaleur une marmite de haricots dégage-t-elle? Combien de temps un morceau de lard peut-il durer? Comment transformer la farine, le saindoux et les fruits secs en quelque chose qui permet aux hommes de fonctionner alors qu'ils brûlent des calories, rien qu'en essayant de maintenir leur corps à température? C'était un travail sans gloire, le genre de travail que personne ne remarque quand il est bien fait. Et elle avait fait la paix avec cela il y a bien longtemps. Ce qui était différent maintenant, et elle ne pouvait nier que c'était différent, c'était Gabriel. Il avait commencé à s'asseoir à la table de la cuisine le soir. Pas tous les soirs, et pas d'une manière qui annonçait quoi que ce soit de particulier. Il entrait une fois la vaisselle du souper terminée, se versait un café et s'asseyait au bout de la table avec ses registres ou du courrier, travaillant tranquillement pendant qu'elle s'occupait des préparatifs du lendemain. Parfois il parlait. Parfois il restait dans la même pièce pendant 1 heure sans dire un mot. Et ce n'était pas inconfortable, ce qui la surprenait plus encore que les discussions. Les discussions, quand elles avaient lieu, tournaient presque toujours autour du domaine.
Il avait commencé à lui poser des questions avec une franchise qu'elle trouvait plus facile à gérer qu'elle ne l'aurait cru. Pas de déférence, pas d'excuses sur ce qu'il aurait dû demander des mois plus tôt, juste des questions pratiques et tournées vers l'avenir, ce qui lui convenait parfaitement. Il l'a interrogée sur la rotation des pâturages dont elle avait parlé. Elle lui a expliqué plus en détail qu'elle ne se l'était permis auparavant, dessinant une carte approximative des prés sur le dos d'une enveloppe avec un bout de crayon pendant qu'il se penchait sur la table pour suivre ses tracés. Si vous retirez le bétail du pré sud-est début juillet et que vous ne l'y ramenez pas avant septembre, vous donnez à l'herbe le temps de se régénérer, a-t-elle expliqué. Vous croirez perdre de la surface de pâturage à court terme, mais d'ici la 3e année avec ce nouveau rythme, ce pré pourra nourrir plus de bêtes qu'aujourd'hui. Il a étudié son croquis. Comment en savez-vous autant sur la rotation des pâturages? Mon mari, mon premier mari, élevait du bétail dans le Jura. J'ai été attentive. Il a levé les yeux vers elle. Vous avez été marié avant, pendant 4 ans. Il est mort d'une fièvre pendant une transhumance. Il a de nouveau regardé la carte. C'était il y a combien de temps? 9 ans. Elle a récupéré son crayon. Le pré sud-est a besoin de repos. C'est l'essentiel. Il a accepté ce changement de sujet sans insister. Elle lui en a été reconnaissante. C'était une qualité qu'elle n'avait pas soupçonnée chez lui. Cette capacité à reconnaître quand une porte se fermait et à ne pas rester sur le seuil à poser des questions. Et pour le projet de puits, a-t-il demandé. Le sol meuble dans le pâturage est. Je voudrais le parcourir avec vous au printemps, quand le sol aura dégelé et sera plus facile à lire. Ce que je peux vous dire d'après mes passages cet automne, c'est que l'humidité y est constante d'une manière qui signifie généralement quelque chose en sous-sol. Ça pourrait être une source, ou un ancien cours d'eau souterrain. Elle a marqué un temps d'arrêt. Ça pourrait aussi n'être rien, mais ça vaut le coup de vérifier avant l'été. Il a hoché la tête lentement, prenant une note dans la marge de son registre. Elle le regardait écrire sans vraiment le vouloir, notant la façon dont il formait ses lettres, serrées et un peu crispées. L'écriture de quelqu'un qui l'avait apprise comme un outil pratique plutôt que comme un art. Vous auriez pu me dire tout ça en septembre, a-t-il dit, sans reproche. Plutôt comme s'il s'imposait de faire face à la réalité. Oui, a-t-elle admis. Il a levé les yeux du registre. Et vous ne l'avez pas fait parce que... Vous savez pourquoi. Il a soutenu son regard un instant. Il savait pourquoi, en effet. Elle le lui avait dit 2 jours plus tôt en termes clairs, et il ne l'avait pas oublié. C'est juste, a-t-il concédé avant de retourner à ses comptes. Elle s'est remise à sa pâte à pain, pressant la paume de ses mains dedans, et aucun d'eux n'a plus parlé pendant un long moment. Le feu s'est apaisé dans l'âtre. Dehors, le vent soufflait dans les pins à la lisière de la propriété avec ce bruissement sec qui ne présageait pas de tempête, juste du froid. C'était le moment le plus serein qu'elle ait vécu dans une cuisine depuis des années, un fait qu'elle a retourné plusieurs fois dans sa tête avant de s'obliger à le mettre de côté pour se concentrer sur sa pâte. Janvier est arrivé avec une seconde tempête, plus petite que le blizzard de novembre, mais hargneuse à sa façon. 2 jours de grésil qui recouvraient chaque surface d'une couche de glace de plusieurs millimètres, transformant les déplacements entre les bâtiments en un véritable danger. Raoul a fait une chute brutale sur le verglas entre la grange et la dépendance des ouvriers le premier matin. Il est entré dans la cuisine en serrant son poignet, s'efforçant de garder un visage neutre. « Laisse-moi regarder ça », a dit Claire, se dirigeant déjà vers lui. « Ça va », a-t-il répondu, ce qui est la phrase rituelle des hommes de domaine pour tout, y compris les fractures ouvertes. Tu le tiens comme si ça n'allait pas du tout. Elle a pris son poignet dans ses 2 mains et l'a manipulé avec précaution, observant son visage plutôt que son bras. Il gardait une expression contrôlée, mais elle a senti la légère tension dans son avant-bras quand elle a fait pivoter l'articulation. « Ce n'est pas cassé », a-t-elle diagnostiqué. « Mais c'est une sacrée entorse. Tu dois garder un bandage et ne rien porter pendant 1 semaine. Je ne peux pas m'arrêter de porter des charges pendant 1 semaine. Alors ton entorse deviendra une fracture et tu seras arrêté 6 semaines. » Elle est allée vers le placard où elle gardait les pansements. « C'est ton choix, Raoul. » Il s'est assis à la table de la cuisine avec la résignation d'un homme qui a décidé que discuter davantage serait plus fatigant que de coopérer. Elle a bandé le poignet avec efficacité, serrant le lien de manière à soutenir l'articulation sans couper la circulation. « Comment savez-vous faire ça ?» a-t-il demandé en la regardant travailler. « L'habitude » a-t-elle répondu. Les cuisinières de domaine sont souvent ceux qui se rapprochent le plus d'un médecin à 20 km à la ronde. Il a fait bouger ses doigts pour tester le bandage. « C'est bien fait », a-t-il dit, l'air un peu surpris. « Je sais », a-t-elle conclu en lui tendant une tasse de café avant de lui désigner le banc près du feu. « Assieds-toi là 20 minutes avant de ressortir. » Laisse le temps au bandage de se mettre en place. Il s'est assis. Il a bu son café. Il n'a pas discuté. Gabriel est entré depuis la grange alors que Raoul était encore là, de la neige sur les épaules. Il a regardé le poignet bandé puis Claire. Elle lui a fait un léger signe de tête. Rien de grave, c'est géré. Il a acquiescé et s'est dirigé vers la cuisinière pour se réchauffer les mains.
Ces brefs échanges étaient devenus leur langage, efficace, économe, ce genre de communication qui s'établit entre des gens qui partagent le même espace depuis assez longtemps pour ne plus avoir besoin de phrases complètes pour les choses du quotidien. Ce à quoi Claire n'était pas préparée, c'était la conversation qui a eu lieu à la fin du mois de janvier, par un dimanche soir particulièrement calme. La glace avait enfin fini par fondre et les hommes avaient leur soirée de libre. La maison était plongée dans ce silence singulier que l'on ne trouve que lorsqu'il n'y a plus personne à l'intérieur, à part elle et Gabriel Marchand. Il est entré dans la cuisine tard, plus tard que d'habitude, et cette fois, il n'avait pas ses registres de compte sous le bras. Il s'est simplement assis à la table avec sa tasse de café et l'a regardé d'une manière différente, bien loin de ce regard pratique et professionnel qui était devenu leur norme. Claire continuait ce qu'elle faisait, c'est-à-dire du ravaudage. Il y avait toujours quelque chose à repriser, mais elle a senti un changement dans l'atmosphère de la pièce et elle a attendu qu'il parle. « J'ai réfléchi au printemps », a-t-il commencé. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-elle demandé sans lever les yeux. « À propos des changements que vous avez suggérés », a-t-il poursuivi. « La clôture est déjà faite. La rotation des pâturages, je peux commencer à la planifier maintenant. Et il y a l'emplacement du puits que nous devons examiner en avril. » Il faisait tourner lentement sa tasse entre ses mains calleuses. « C'est une quantité importante de changements dans la façon dont ce domaine fonctionne. » « C'est un bon changement, a-t-elle répondu. « Je le sais, a concédé Gabriel. Mais ce n'est pas ce à quoi je pense. » Il a marqué une pause, cherchant ses mots. « Je me demande à qui je devrais parler quand il y aura autre chose, quelque chose que je n'aurais pas encore vu, quelque chose qui m'échapperait. » Claire a gardé les yeux fixés sur sa couture. « Vous avez Bastien. Bastien connaît le bétail, les clôtures et la météo aussi bien que n'importe quel homme que j'ai rencontré. Il ne sait pas ce que vous savez, a-t-il dit sans émotion particulière, comme s'il énonçait une simple évidence. La façon dont vous percevez cette terre est différente. Vous voyez les choses comme un ensemble, un schéma global. Bastien voit les choses une par une. » Elle a tiré sur son fil et n'a rien dit. Gabriel a continué, et sa voix a légèrement changé de ton. Ce n'était pas de l'inconfort, mais de la prudence, comme un homme qui avance sur un terrain incertain. « Alors, je vais le dire franchement, je veux que vous ayez un rôle différent ici, pas seulement à la cuisine. Quelque chose qui tienne compte de ce que vous savez réellement. » Elle a alors posé son ouvrage et l'a regardé. Il a soutenu son regard à la lueur du feu. Son visage n'était qu'ombre et angle, les marques du temps montrant clairement les années passées sur cette terre, gravées dans les rides au coin de ses yeux et la fermeté de sa mâchoire. Ce n'était pas un homme qui demandait les choses facilement, a-t-elle pensé. Cela lui coûtait quelque chose, et le fait qu'il le fasse quand même signifiait beaucoup. « À quoi cela ressemblerait-il » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas exactement », a-t-il avoué. « J'essaie de trouver la solution. » Il s'est frotté la nuque, un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme le signe physique d'une réelle incertitude. Vous auriez autorité sur les décisions opérationnelles. Le pâturage, la gestion de l'eau, l'entretien, le calendrier, ce genre de choses. Bastien répondrait de ses actes devant vous pour tout cela. Moi, je m'occuperai des finances, des contrats, des relations avec les autres éleveurs et les acheteurs. Les hommes ne vont pas aimer ça, a-t-elle prévenu. Certains ne l'aimeront pas, c'est sûr. Au début, Pierre finira par s'y faire. Raoul est assez pragmatique pour accepter. Colin, lui, sera un problème. Il a presque souri. Elle avait déjà remarqué cela auparavant. La façon dont une réaction sincère commençait à se dessiner sur son visage avant qu'il ne la retienne au dernier moment, comme s'il avait appris quelque part que les expressions étaient des faiblesses. « Vous avez aussi observé les hommes », a-t-il noté. « Je fais attention à tout », a-t-elle répondu simplement, sans orgueil, comme un fait brut. « Je le sais », a-t-il dit en la regardant fixement. « C'est pour ça que je vous le demande. » Elle est restée silencieuse un moment. Le feu crépitait. Quelque part à l'extérieur, le vent du Jura s'engouffrait dans les sapins. « Je veux être clair sur un point », a-t-elle fini par dire. « D'accord. Je ne suis pas intéressé par un titre qui ne soit que des mots. Si je suis responsable des décisions opérationnelles, c'est moi qui prends les décisions. Pas sous forme de suggestion, pas par l'intermédiaire de Bastien ou de qui que ce soit d'autre. Je décide. C'est ce que je veux aussi, a-t-il affirmé. Et si ça ne marche pas, a-t-elle ajouté, si les hommes ne peuvent pas fonctionner sous cet arrangement, ou s'il y a un problème entre votre autorité et la mienne que nous ne pouvons pas résoudre, on se le dira franchement et on réglera ça. On ne restera pas dans le silence à tolérer la situation. Il a acquiescé. D'accord. Elle a repris son ouvrage, non pas parce qu'elle voulait continuer à coudre, mais parce qu'elle avait besoin d'un moment sans contact visuel direct pour réfléchir. Elle pensait à son parcours. Elle avait travaillé dans 4 cuisines de domaines différents en 9 ans. Elle avait appris tout ce qu'il y avait à apprendre sur chaque propriété parce qu'elle était faite ainsi. Elle ne pouvait pas être quelque part sans comprendre l'endroit. Elle ne pouvait pas exister dans un espace sans répertorier ses besoins, ses habitudes et ses vulnérabilités. Elle avait fait cela dans chaque ferme avant de partir,
emportant ses connaissances avec elle, les laissant derrière elle, restant toujours la cuisinière, toujours exclue des décisions réelles que ce savoir aurait pu éclairer. Elle a repensé à la tempête, au bétail dans le canyon, à cet homme dans les Alpes qu'elle n'avait pas pu aider parce qu'elle n'était que la cuisinière et que personne n'écoutait la cuisinière avant qu'il ne soit trop tard. Elle a pensé à la clôture nord, désormais déplacée là où elle devait être, solide dans le sol gelé parce que quelqu'un lui avait enfin posé la bonne question. Vous comprenez, a-t-elle dit, que je ferai les choses à ma manière. Je serai respectueuse, je ne serai pas imprudente et je vous consulterai pour tout ce qui a une conséquence financière réelle. Mais la gestion des terres, j'ai besoin de la faire comme je la vois, pas comme elle a toujours été faite ici. Je ne vous le demanderai pas si je voulais que les choses restent comme elles ont toujours été, a-t-il répondu. Elle l'a regardé à nouveau. Il l'observait avec cette expression calme et patiente qu'elle avait initialement prise pour de l'indifférence, mais qu'elle comprenait maintenant comme l'attention particulière d'un homme qui avait décidé qu'elle valait la peine d'être écoutée. Très bien, a-t-elle dit. D'accord, a-t-il conclu. Ils sont restés dans la cuisine encore 1 heure après cela, Gabriel avec son café et Claire avec sa couture, et ils ont commencé à parler du plan pour le printemps de cette manière pratique et détaillée qui était devenue leur mode de fonctionnement. Sans grandiloquence, sans cérémonie pour marquer le fait que quelque chose venait de basculer, mais concrètement avec la concentration de 2 personnes qui avaient énormément de travail devant elles. Elle lui a exposé le calendrier de rotation des pâturages en détail, pré par pré, semaine par semaine. Il notait tout dans son registre. Elle lui a présenté la liste des priorités d'entretien qu'elle gardait en tête, classant chaque élément par urgence, par coût et par saison. Il posait des questions plus pertinentes qu'elle ne l'aurait cru. Il ne se contentait pas de confirmer ce qu'elle disait, il cherchait à comprendre le raisonnement. À un moment donné, elle a mentionné le drainage du pâturage sud-est, et il a émis une réserve, proposant une autre explication pour la structure du sol qu'elle décrivait. Elle l'a écouté, a réfléchi. Vous avez peut-être raison pour le drainage, a-t-elle admis. Cela changerait ce que je recommanderais. Il a semblé un peu surpris qu'elle dise cela. Vous n'êtes pas sûr ? Je suis rarement tout à fait sûr de quoi que ce soit, a-t-elle avoué, avec une honnêteté qu'elle n'avait jamais montrée à ses employeurs. Je prends la meilleure décision possible avec ce que je sais. Parfois, je me trompe. Et que faites-vous quand vous vous trompez ? On répare et on avance, a-t-elle dit avec un léger haussement d'épaule. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il a réfléchi un instant. La plupart des gens que j'ai rencontrés et qui sont doués dans leur domaine ont du mal à admettre qu'ils pourraient avoir tort. La plupart des gens, a-t-elle répliqué, n'ont pas encore eu tort assez souvent. Il a souri, cette fois pour de bon, un petit sourire qui se voyait surtout dans ses yeux. Elle l'a remarqué, puis s'est replongée dans sa couture. Le feu brûlait régulièrement dans l'âtre, et dehors, l'hiver du Jura tenait le domaine dans son emprise avec l'indifférence absolue d'une force de la nature présente bien avant eux. Dans la cuisine, 2 personnes étaient assises dans la chaleur partagée de ceux qui commencent à se comprendre, ce qui était en soi une forme de survie. Février est arrivé comme il arrive toujours dans cette région, sans excuse et sans montrer aucun signe d'apaisement. Les journées étaient courtes, le travail long et le sol restait gelé et impitoyable. Claire a traversé ces semaines avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas tout à fait du bonheur, mais ça y ressemblait. Ce sentiment d'être à sa place, de faire ce qu'il fallait, ce qui était plus rare qu'on ne le pense. Elle s'était installée dans la petite chambre attenante à la maison principale que Gabriel avait vidée pour elle. C'était une ancienne pièce de stockage, pas très grande, mais avec sa propre fenêtre et sa propre porte, et suffisamment loin du dortoir des hommes pour qu'elle puisse avoir du calme le matin, ce qui lui importait plus que l'espace. La pièce sentait le vieux bois et l'huile de lin, des odeurs qui ne la dérangeaient pas. Colin, comme elle l'avait prédit, posait problème. Il ne faisait pas de vagues spectaculaires. Il était trop jeune et trop conscient de sa position pour faire quoi que ce soit ouvertement. Mais sa façon d'obéir manquait de sincérité. Il accomplissait ses tâches d'une manière qui signifiait qu'il suivait ses directives tout en se réservant le droit de penser qu'elle ne valait rien. Elle avait déjà vu cela sous diverses formes, cette résistance passive qui se drape dans les apparences de la coopération. Elle a laissé couler pendant 3 semaines avant de l'affronter. Elle l'a surpris seul au hangar à matériel un après-midi, en train de réparer un harnais qu'il aurait dû finir 2 jours plus tôt. Il a levé les yeux quand elle est entrée et le léger changement dans son expression a été rapide, mais elle l'a capté. « Colin ?» a-t-elle dit. « Madame. » Elle s'est approchée de lui et a examiné le harnais. Il avait fait environ 1/3 du travail. « Tu as été lent sur 3 tâches ce mois-ci », a-t-elle remarqué. Le harnais, le déglaçage de l'abreuvoir mardi matin et l'inventaire du fourrage que Bastien t'a demandé. Il gardait les yeux fixés sur le cuir. « Je finis par faire les choses. Je sais que tu les fais.
Je ne te demande pas de finir par les faire. Je te demande pourquoi elles prennent 3 fois plus de temps qu'elles ne le devraient. » Il est resté silencieux un instant. Quand il a levé les yeux vers elle, il y avait quelque chose de franc dans son regard qu'elle n'attendait pas. Ce n'était pas de la défiance, mais quelque chose de plus honnête. Quelque chose qui ressemblait à de la confusion face à une situation qu'il ne savait pas encore gérer. « Sans vouloir vous offenser, a-t-il dit avec précaution, mais c'est un arrangement différent de ce dont j'ai l'habitude. »« Je sais que ça l'est, a-t-elle répondu. »« Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre ?» Il a cligné des yeux. Ce n'était pas la réponse qu'il avait anticipée. C'est juste que ça fait bizarre de recevoir des ordres de la... Il s'est arrêté net. De la cuisinière a-t-elle terminé pour lui sans colère. Je ne l'ai pas pris comme une insulte. Je sais que ce n'en était pas une, mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes, Colin. Elle a soutenu son regard. Peu importe mon titre auparavant. Ce qui m'importe, c'est que ce domaine tourne bien et que les gens qui y travaillent soient en sécurité. C'est tout. Je ne te demande pas d'aimer cet arrangement. Je te demande de faire le travail. Il s'est tu. Ce harnais a-t-elle demandé de quoi a-t-il besoin? Il a baissé les yeux sur l'objet et sa posture a changé. La résistance a laissé place à quelque chose de plus neutre. Il a commencé à expliquer les réparations nécessaires. Elle l'a écouté et a posé une question qui a permis d'améliorer la méthode qu'il comptait utiliser. Il a reconnu l'amélioration sans en faire tout un plat. Ce n'était pas résolu, pas entièrement, mais c'était un début. Elle comprenait que certaines choses prenaient du temps, qu'on ne pouvait pas faire disparaître les hésitations des gens par une seule conversation, et que la preuve de sa valeur se faisait par l'accumulation des actes, pas par des déclarations. Elle est retournée vers la maison principale dans le froid de la fin d'après-midi, alors que le ciel commençait à virer au violet à l'horizon. Elle pensait au printemps, à la clôture déjà en place, au pâturage, au puits, au toit du hangar qui avait besoin d'être réparé avant que le beau temps n'arrive et que le bois ne sèche, devenant un autre type de problème. Il y avait beaucoup de travail en perspective. Elle le savait. Elle a poussé la porte de la cuisine, a laissé la chaleur de la maison l'envelopper et s'est mise à réfléchir au dîner. Le printemps est arrivé dans le Jura comme il arrive toujours. Pas doucement, pas de cette manière pastel que les gens qui n'ont jamais connu un dégel montagnard imaginent, mais avec mauvaise grâce, par à-coups. Le sol rendait son givre par étapes, comme un homme concédant un argument qu'il perd depuis des semaines. Il y avait 2 jours de redoux qui faisaient croire que c'était fini, puis un gel sévère qui rappelait que la saison changeait selon son propre calendrier. Claire guettait le dégel depuis février, non pas parce qu'elle en avait assez de l'hiver, mais parce que le dégel était le moment où la terre disait la vérité. La neige se retirait et ce qui était en dessous apparaissait. On pouvait voir exactement ce que les mois de froid avaient fait, quel ruisseau s'était déplacé, quel sol avait bougé, quelles prédictions avaient été correctes et lesquelles devaient être révisées. Elle attendait cela comme un médecin attend un examen de suivi pour obtenir des informations. La ligne de clôture nord a été la première confirmation. Le ruisseau a commencé à couler fort au cours de la 2e semaine de mars, la fonte des neiges descendant de la crête avec toute l'énergie accumulée de l'hiver. L'eau était brune, rapide et charriait des débris. Claire se tenait sur la berge un mardi matin, regardant l'eau monter, chronométrant sa progression par rapport aux anciens piquets qu'elle avait laissés délibérément pour mesurer la différence. Mercredi après-midi, l'eau avait dépassé ses piquets de 35 cm. La nouvelle ligne de clôture située 20 mètres plus loin restait au sec. Bastien est venu se tenir à côté d'elle sans qu'elle l'appelle. Il a regardé l'eau, puis les piquets. Il n'a rien dit pendant un long moment. « Vous voulez le dire ou c'est moi ?» a demandé Claire. « Je vais le dire », a répondu Bastien. « Vous aviez raison. Les piquets sont sous 50 cm d'eau. Ce n'est même pas une grosse année de fonte, a-t-elle ajouté, non pas pour insister, mais parce que le chiffre comptait. L'hiver dernier a été pire que d'habitude. Si la neige avait été normale, ces piquets seraient encore au sec en ce moment, et j'aurais dû me battre davantage pour la clôture. Cela signifie que cette année, l'ancienne ligne de clôture aurait été submergée de 60 cm au moins, et nous passerions une semaine entière à faire des réparations d'urgence dans la boue. Elle a regardé l'eau brune défiler devant les piquets. Au lieu de cela, nous sommes ici à regarder le spectacle. Bastien a mis ses mains dans ses poches. Colin vous pose toujours des problèmes ? Le changement de sujet était délibéré, la façon de Bastien de clore une conversation avant qu'elle ne devienne de l'autocongratulation. Elle respectait cet instinct. Ça s'améliore, a-t-elle dit lentement. Pierre est solide, a noté Bastien. Raoul fait ce qu'il faut. Colin est juste jeune et têtu, ce n'est pas le plus grave. Être jeune et paresseux, c'est pire. Je sais. Je ne m'inquiète pas pour Colin. De quoi vous inquiétez-vous alors ? Elle a regardé l'eau tumultueuse, le toit du hangar avant les pluies d'avril. Et je veux examiner le pâturage et cette semaine. La dégel est le bon moment. Bastien a acquiescé. Je viendrai avec vous pour le pâturage S. J'apprécierais, a-t-elle dit.
Ils sont retournés vers les bâtiments du domaine sous le pâle soleil de mars, la boue tirant sur leurs bottes à chaque pas. Claire pensait à tous les printemps qu'elle avait observés depuis les fenêtres des cuisines d'autres fermes, regardant la terre faire ce qu'elle fait sans personne à qui le dire, sans personne qui veuille savoir. La différence entre avant et maintenant était quelque chose à quoi elle s'habituait encore. Ce n'était pas l'autorité en soi, mais le simple fait d'être utile de la manière dont elle s'en savait capable, ce qui s'est avéré compter plus pour elle qu'elle ne l'avait admis pendant toutes ces années. L'état du pâturage s'est confirmé un jeudi. Elle et Bastien ont parcouru la zone meuble le matin, la terre dégelée cédant sous leurs bottes d'une manière distincte de la boue ordinaire. C'était plus profond, plus consistant, l'humidité venant d'en bas plutôt que de s'accumuler en surface. Claire s'est accroupie à 3 endroits différents et a posé sa paume à plat contre le sol, sentant la différence de température, la façon dont l'humidité remontait à travers la terre. Là, a-t-elle dit au 3e endroit. Sentez ça. Bastien s'est accroupi à côté d'elle et a posé sa propre main. Ses sourcils se sont froncés. C'est froid, plus froid que la surface, ça vient d'en bas. Ce n'est pas de l'eau de fonte qui s'infiltre, c'est de l'eau souterraine qui remonte. Elle s'est relevée et a observé le tracé de l'humidité sur une 50aine de mètres. C'est régulier tout le long de cette ligne. Quoi qu'il y ait là-dessous, ça coule à peu près du nord au sud. Un ancien cours d'eau ou une source qui remonte à la surface quelque part où nous ne l'avons pas encore trouvé. Elle a regardé vers le nord de la section, là où le terrain commençait à monter vers la crête. Je voudrais que quelqu'un qui s'y connaît examine la pente supérieure pour voir s'il y a un suintement ou un affleurement que nous aurions manqué. Vous connaissez quelqu'un pour ce genre de travail ? Je connais le nom d'un homme en ville qui a fait des relevés hydrauliques pour le domaine Martin il y a 3 ans. Il faudrait que je voie s'il est toujours dans le coin. Bastien l'a regardé. Vous êtes au courant pour les relevés chez Martin ? J'écoute dans les cuisines depuis 9 ans, a-t-elle rappelé. On finit par entendre des choses. Il a presque ri. Un bref souffle par le nez qui, chez Bastien, équivalait à un grand éclat de rire. Quand elle a parlé du pâturage et à Gabriel ce soir-là, elle était plus certaine que l'automne précédent. Le dégel avait transformé ce qui n'était qu'une intuition en quelque chose de bien plus solide. Elle lui a exposé la situation avec précision, les différences de température, le schéma de l'humidité, la direction constante de l'eau souterraine. Il l'a écoutée comme il avait appris à le faire, sans l'interrompre, la laissant finir avant de prendre la parole. Combien coûterait une étude ? Je ne sais pas exactement. Quelques jours de travail, probablement. Ça dépend de ce qu'il trouve, si toutefois il trouve quelque chose. Elle a marqué une pause. S'il confirme ce que je pense, un puits secondaire vous coûtera plus cher au départ, mais vous aurez une source d'eau fiable pour le pâturage et pendant les étés secs, sans dépendre du ruisseau. À long terme, c'est rentable. Et s'il vient et ne trouve rien, alors je me serai trompé sur le pâturage S et nous en serons certains au lieu de supposer. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Se tromper coûte quelques jours d'études. Avoir raison et ne pas vérifier vous coûte chaque été sec pour les 20 prochaines années. Il a pris son stylo et a noté quelque chose. J'écrirai à Martin demain matin pour avoir les coordonnées du géologue. Elle a acquiescé. Il n'en a pas fait tout un plat, et elle non plus. C'était devenu leur relation de travail, pratique, sans fioritures, fondée sur la compréhension mutuelle que la meilleure façon d'avancer était d'agir concrètement. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que cette décision, l'étude et le puits potentiel, représentaient bien plus que sa valeur pratique. C'était la première dépense importante qu'il autorisait uniquement sur sa recommandation, sans confirmation de Bastien ou de qui que ce soit d'autre, sans preuve autre que ce qu'elle lui avait dit avoir ressenti en pressant sa main contre un champ gelé. C'était un degré de confiance supérieur à celui de la clôture, et ils le comprenaient tous les deux sans avoir besoin de le dire. Le géologue s'appelait Adrien Lefebvre. Il est arrivé à la Roche-Noire au cours de la 2e semaine d'avril avec une mule, une sacoche en cuir pleine d'instruments qu'elle ne reconnaissait pas, et l'entrain d'un homme qui aimait sincèrement son métier. Il avait la 50aine, le visage buriné par une vie passée en extérieur. Il a serré la main de Claire quand Gabriel l'a présenté comme la personne ayant identifié le site, ce qu'elle a noté comme étant la première fois que Gabriel la présentait par son nom et sa fonction. Adrien a passé 2 jours sur le pâturager. Il l'a parcouru selon un quadrillage systématique, s'arrêtant fréquemment pour prendre des mesures avec ses instruments et enfonçant une fine sonde métallique dans la terre à intervalles réguliers. Claire a observé de loin le premier jour, ne voulant pas le gêner. Le 2e jour, il lui a fait signe de s'approcher pour lui montrer ses résultats. « Vous avez une source », a-t-il dit sans préambule. Pas énorme, mais fiable. Elle remonte à la surface à environ 60 mètres au nord de l'endroit où vous m'avez fait commencer. Il a désigné un point sur la pente qu'elle avait dépassé des dizaines de fois sans y prêter attention. Il y a un suintement là-haut qui est caché par l'herbe pendant la saison de croissance. Facile à rater. À quel point est-elle fiable ? A-t-elle demandé.
Elle coulera même pendant les années de sécheresse, vu la formation rocheuse. L'eau descend de la crête à travers une fracture dans le calcaire. Il la regardait avec une curiosité professionnelle. Comment avez-vous identifié cela depuis le bas du pâturage? La température du sol et le schéma d'humidité. J'ai senti que l'eau remontait au lieu de s'infiltrer. Il a hoché la tête lentement, le hochement d'un homme qui réévalue la crédibilité de quelqu'un. Vous avez l'œil, ou plutôt la main? Elle a ressenti quelque chose qu'elle a choisi de ne pas analyser sur le moment. Une certaine chaleur née de la reconnaissance de sa compétence par quelqu'un qui était lui-même compétent. C'était différent d'un simple compliment, et elle y attachait plus de prix. Le forage et l'aménagement du puits allaient prendre 3 semaines et coûteraient cher. Elle s'est assise avec Gabriel le soir même de la remise du rapport d'Adrien, et ils ont examiné les chiffres avec sérieux, car l'investissement était réel. C'est plus que ce que je voulais dépenser en avril, a avoué Gabriel en regardant l'estimation. Je le sais. Mais vous avez eu 3 périodes de sécheresse l'été dernier, où le ruisseau du pâturage était descendu si bas que vous avez dû déplacer le bétail plus tôt que prévu. J'observais tout cela depuis la fenêtre de la cuisine. Elle a marqué un temps d'arrêt. Combien vous coûte ce déplacement prématuré en termes d'efficacité de pâturage? Il est resté silencieux, faisant le calcul dans sa tête. Elle le regardait réfléchir, ses yeux se déplaçant légèrement vers la gauche comme il le faisait toujours quand il calculait. Sur un été complet, avec des bêtes retirées d'une bonne herbe 6 semaines trop tôt, il a expiré. Ça coûte plus cher que le puits. La plupart des choses qui valent la peine d'être réparées coûtent plus cher au départ que ce qu'elles font économiser sur une seule année, a-t-elle dit. C'est pour ça que les gens attendent. Il l'a regardé. On attend parce que l'argent n'est pas là quand le problème n'est pas encore critique. Oui, et puis le problème devient critique et coûte 2 fois plus cher. Elle a croisé les mains sur la table. C'est votre décision. C'est votre argent. Qu'est-ce que vous feriez? Elle a pesé la question car il l'a posée sérieusement. Je creuserai le puits, a-t-elle répondu. Mais je contesterai les délais d'Adrien. 3 semaines, c'est généreux. Si vous le poussez à 2, vous économisez sur son tarif journalier et les hommes qui l'aident pourront retourner plus vite à la rotation des pâturages. Il a acquiescé. Je lui parlerai demain matin. Dites-lui qu'on le nourrira bien, a-t-elle ajouté en se levant pour débarrasser la table. Il a l'air d'être le genre d'homme qui y est sensible. Gabriel l'a regardé avec cette petite expression contenue qu'elle avait appris à reconnaître comme sa version de l'amusement. C'est une stratégie de négociation? C'est une observation, a-t-elle dit. Utilisez-la comme vous voulez. La réparation du toit du hangar à matériel a eu lieu pendant la première semaine sèche d'avril, avant l'arrivée d'Adrien, car Claire surveillait la météo et avait identifié une fenêtre de 4 jours consécutifs qu'elle ne voulait pas gâcher. Elle a annoncé aux hommes au petit déjeuner le lundi matin ce qu'il y avait à faire. Bastien l'a soutenue sans qu'elle ait à lui demander. Pierre, qui s'était découvert une aptitude pour la menuiserie que personne, lui y compris, n'avait vraiment remarqué, a pris en charge les travaux avec un intérêt réel qui a permis au projet d'avancer plus vite que prévu. Colin était dans l'équipe au sol, passant les matériaux. Il travaillait sans se plaindre, ce qui était un progrès. Le deuxième jour, Pierre a trouvé la section de bois pourri qu'elle avait identifiée en septembre et l'a signalée depuis le haut du toit. « C'est pire que ce qu'on voit d'en bas », a-t-il crié. La section fait environ 2,50 m de large, pas 2. Claire était en bas, se protégeant les yeux du soleil pour le regarder. À quel point le support est-il abîmé? Pourri de part en part à 2 endroits. Si on avait eu une neige lourde et humide sur ce pan de toit cet hiver. Je sais, a-t-elle dit. Vous saviez pour ça en septembre? Je suis monté vérifier après les grosses pluies. Il y a eu un silence là-haut. Vous êtes monté sur ce toit en septembre? Oui. Nouveau silence. La pente est raide, Claire. Je le sais aussi. De combien de planches supplémentaires as-tu besoin? Elle l'a entendu discuter avec l'homme à côté de lui. Les chiffres sont redescendus. Elle a fait le calcul, a dit à Bastien ce qu'il fallait sortir de la réserve de bois, et le travail a continué. Il a fallu 3 jours au lieu de 2 à cause de l'étendue des dégâts, mais le jeudi après-midi, le toit du hangar était solide comme il ne l'avait pas été depuis des années. Claire a fait le tour du bâtiment quand Pierre et les autres sont redescendus, regardant le résultat avec la satisfaction d'un problème résolu avant qu'il ne devienne une catastrophe. Beau travail, a-t-elle dit à Pierre quand il est passé près d'elle pour retourner au dortoir. Il s'est arrêté. Il avait mûri au cours de l'hiver, passant du jeune homme qui avait méprisé son évaluation de la tempête à quelqu'un qu'elle reconnaissait comme véritablement capable, non seulement de faire le travail physique, mais de réfléchir en amont. Je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Quand vous êtes arrivé l'année dernière, vous n'étiez que la cuisinière. C'est vrai. Mais vous saviez déjà, vous saviez déjà tout ça. Le toit, la clôture, les pâturages. La majeure partie, oui. Certaines choses prennent plus de temps à apprendre. Il a réfléchi un moment. Il regardait le toit réparé avec une expression complexe. Ça ne vous rend pas folle de savoir quelque chose et de ne pas pouvoir
Il a fait un geste qui englobait l'idée d'être écouté, d'être utile, d'être pris au sérieux. Elle l'a regardé. Pierre avait assez grandi ces derniers mois pour qu'elle soit honnête avec lui. Si, ça m'a rendue folle, a-t-elle admis pendant longtemps dans les autres fermes où j'ai travaillé. Elle a marqué une pause. Ici, c'était différent, assez différent pour que je sente que ça pourrait changer. Alors j'ai attendu. À cause de Bastien? À cause de Bastien en partie. Et parce que Gabrielle m'a posé une vraie question. Finalement, elle a de nouveau regardé le toit. Le fait qu'on vous demande votre avis, c'est ce qui compte. On peut tout savoir sur un sujet. Ça ne vaut rien si personne ne demande jamais. Il a hoché la tête lentement. Puis il a dit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Je suis désolé de ne pas avoir écouté. Le matin de la tempête, quand vous m'avez parlé des chevaux et que Il a secoué la tête. J'y ai repensé. Tu avais 22 ans et tu pensais en savoir plus que tu n'en savais, a-t-elle dit. C'est la chose la plus normale au monde. Peut-être, mais c'est fini, a-t-elle tranché. Ce qui compte, c'est que tu écoutes maintenant. Il a soutenu son regard. Je le fais, a-t-il promis. Pour ce que ça vaut. Ça vaut quelque chose, a-t-elle affirmé, et elle le pensait. Et il a semblé comprendre qu'elle était sincère. Le mois de mai est arrivé avec la générosité que le Jura montre parfois entre deux humeurs plus rudes. Il faisait assez chaud pour travailler sans veste l'après-midi, l'herbe poussait vigoureusement dans le pâturage nord, et le bétail se déplaçait avec l'aisance des bêtes, qui ont survécu à un hiver difficile, et qui sentent que le pire est derrière elles. Le puits a été terminé à la fin du mois, 16 jours après le début des travaux, car Claire avait eu raison sur les délais, et Gabriel avait été convaincant pour le tarif. L'eau qui en sortait était froide et pure. Adrien a déclaré qu'elle était aussi bonne que tout ce qu'il avait testé dans la région, ce qu'il a dit avec une satisfaction où Claire a perçu à la fois de la fierté professionnelle et du soulagement qu'elle ait eu raison, car il avait fondé son expertise sur l'emplacement qu'elle avait indiqué. Le jour où ils ont scellé le puits et tiré le premier seau, Gabriel se tenait au pâturage, est avec Claire, Bastien, Pierre et Adrien. Il regardait l'eau dans le seau avec une expression difficile à lire, mais où Claire a cru déceler une prise de conscience. Le regard d'un homme qui fait les comptes et arrive à un résultat inattendu. Bonne eau, a commenté Adrien en buvant à la louche. Vous serez content de la voir en août. Nous le serons, a confirmé Gabriel. Il a regardé Claire, elle regardait le seau. Vous aviez raison, a-t-il dit. Adrien avait raison, a-t-elle corrigé. J'ai juste deviné dans la bonne direction. Vous avez posé votre main sur un champ gelé en novembre et identifié une source souterraine grâce à la température du sol, a précisé Adrien d'un ton qui voulait que les faits soient enregistrés avec précision. Ce n'est pas deviné. Elle a haussé les épaules, sa façon à elle d'accepter un compliment sans en faire plus. Mais Gabriel la regardait toujours, et ce qu'il y avait dans son regard n'était plus seulement cette attention analytique à laquelle elle s'était habituée. C'était autre chose, quelque chose qui s'était construit si progressivement qu'elle ne l'avait pas vu venir, et qui était maintenant là, bien visible dans la lumière de l'après-midi, avec cette eau froide sortant de terre sous un pâturage qui n'était encore récemment qu'un problème de plus. Il a détourné les yeux avant qu'elle n'ait à décider quoi faire de ce qu'elle venait de voir. « Adrien, a-t-il dit, montez à la maison, je vais vous installer pour la nuit. Vous n'allez pas repartir en ville dans le noir. » Adrien a rassemblé ses instruments. Pierre a ramassé les outils. Bastien s'est dirigé vers la grange avec l'aisance d'un homme qui sait quand s'éclipser. Claire est restée près du puits un moment après leur départ, sa main posée sur le cadre en bois que Pierre avait construit. La lumière de la fin d'après-midi était longue et dorée sur le pâturage. L'herbe nouvelle poussait, verte et épaisse. Le petit ruisseau, qui avait été la seule source d'eau pour ce côté du domaine, coulait tranquillement à l'autre bout du champ. Ce pâturage accueillerait plus de bêtes en août désormais. Une herbe mieux irriguée pousse plus dru et plus haut, et le bétail qui mange mieux prend du poids plus vite, et un meilleur poids signifie de meilleurs prix à la vente. Le calcul était simple, et le résultat était encore à des mois de là. Mais il arrivait, et Claire pouvait tracer clairement la ligne qui reliait sa main sur le sol gelé en novembre à ce moment précis. Elle a repensé aux Alpes, à cette fenêtre de cuisine d'où elle observait la terre sans rien dire. Elle a pensé à cet homme qui n'était jamais revenu du blizzard. Elle a pensé à tous les endroits où elle avait compris la terre mieux que ceux qui la possédaient, gardant ce savoir en elle comme quelque chose qu'elle n'espérait plus voir servir. Elle n'était pas du genre sentimental, et elle n'allait pas commencer maintenant. Elle a retraversé le pâturage vers la maison dans la lumière déclinante, ses bottes s'enfonçant dans l'herbe tendre, l'air sentant le dégel, la terre et cette odeur verte particulière au mois de mai qu'on oublie en hiver et qu'on retrouve chaque printemps comme un trésor. C'est en juin que les choses ont basculé entre eux d'une manière qui ne pouvait plus être classée dans les affaires du domaine, et ils le savaient tous les deux. Elle travaillait à la table de la cuisine après le dîner, révisant le calendrier de pâturage pour l'été avec sa méthode du crayon et de l'enveloppe quand Gabriel est entré. Cette fois, il n'est pas allé vers ses registres. Il est resté près de la cuisinière un moment, s'est versé un café,
puis ne s'est pas assis à sa place habituelle. Il est resté près de la fenêtre, regardant la soirée de juin, encore claire à 8 heures d'une manière presque extravagante après les jours courts de l'hiver. Elle gardait les yeux sur son calendrier. Elle sentait sa présence comme on sent un changement de pression atmosphérique. Sans le regarder, elle le percevait. « Claire, a-t-il dit. Oui. J'essaie de trouver comment dire quelque chose depuis environ 3 mois. Elle a posé son crayon. Généralement, quand quelqu'un dit ça, ce qui suit est soit très bon, soit très mauvais. Je ne sais pas trop ce que c'est, a-t-il avoué, ce qui l'a forcé à lever les yeux. Il la regardait maintenant. Il avait cette expression qu'il prenait quand il faisait attention à quelque chose. Une légère tension autour des yeux, la mâchoire serrée, comme s'il avait décidé de faire ce pas et qu'il le faisait avant de changer d'avis. « J'ai énormément de respect pour vous », a-t-il commencé. « Je veux dire ça d'abord parce que ce que je vais dire ensuite pourrait être pris pour quelque chose qui contredit cela. Et je ne le veux pas. » Elle a attendu. « J'aimerais vous courtiser, a-t-il dit, si c'est quelque chose que vous pourriez envisager. » La cuisine est devenue très silencieuse. Le feu s'était réduit à quelques braises et la lumière du soir entrait par la fenêtre avec un angle qui donnait à la pièce l'impression d'être hors du temps, ce qui était troublant d'une manière qu'elle ne détestait pas. Elle l'a regardé pendant un long moment. Il n'a pas bougé sous son regard, ce qu'elle a apprécié. Un homme qui ne supporte pas qu'on le regarde quand il dit quelque chose de sérieux est un homme qui n'est pas sûr de ses paroles. « Je vais être honnête avec vous », a-t-elle répondu. « Je n'en attendrai pas moins de vous. J'ai fait attention à cela depuis janvier », a-t-elle poursuivi, parce que je n'arrivais pas à savoir si ce que je voyais était réel ou si c'était juste. Elle a marqué une pause, cherchant le mot juste. Si c'était la situation. 2 personnes dans une cuisine en février, ça peut ressembler à quelque chose que ce n'est pas. J'y ai pensé aussi, a-t-il admis. Mais j'ai passé 6 mois à vous voir prendre des décisions, à vous voir débattre avec moi sur les rotations de pâturage, à voir comment vous avez dit la vérité à Colin sur son comportement et comment vous avez posé la main sur un champ gelé en novembre et eu raison. Quelque chose dans sa voix était différent. Pas plus doux, mais dépouillé de cette distance professionnelle qu'ils avaient tous deux maintenue. Ce n'est pas la situation, c'est vous. Elle est restée silencieuse un moment. Elle avait 35 ans, elle était veuve depuis 9 ans et elle avait appris, par l'éducation particulière de la solitude dans les cuisines des autres, à faire très attention à ce qu'elle s'autorisait à vouloir. Désirer des choses inaccessibles à sa position était une habitude coûteuse dont elle s'était débarrassée par nécessité. Mais c'était différent, et elle savait depuis un moment que ça l'était, c'est pourquoi elle avait été si prudente. « Je l'envisagerai », a-t-elle dit, « à la condition que cela ne complique pas le travail. Si c'est le cas, on se le dira franchement et on avisera. » D'accord. Et on ne me dira pas ce que je peux ou ne peux pas faire dans la gestion opérationnelle à cause de cela. Cela reste séparé. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement, a-t-il affirmé. Et elle l'a cru parce qu'elle l'avait vu agir pendant 6 mois, et elle connaissait la différence entre ce que Gabriel Marchand disait et ce qu'il pensait. Avec lui, ces 2 choses étaient généralement identiques. « Très bien », a-t-elle dit. Il a laissé échapper un long soupir qu'elle pensait qu'il retenait depuis 3 mois. « Très bien », a-t-il répété. Elle a repris son crayon et a regardé son calendrier de pâturage. « Asseyez-vous », a-t-elle ordonné. « Je veux passer en revue la rotation d'été avant qu'il ne fasse nuit. J'ai besoin de votre avis sur la capacité de charge du pâturage nord. » Il s'est assis. Il a tiré le document vers lui, et ils ont passé 1 heure de plus à table à parler de bétail, d'herbe et d'eau, parce que c'était le travail. Et le travail ne s'arrêtait pas parce que quelque chose d'autre avait commencé. Ils comprenaient tous les deux que cette capacité à faire les deux en même temps, à être ce qu'ils étaient l'un pour l'autre tout en restant sérieux vis-à-vis de la terre, était précisément ce qui rendait tout cela possible. L'été à la Roche-Noire a été vigoureux cette année-là. Le genre d'été qui rappelle pourquoi les gens restent dans le Jura malgré tout ce que la région leur impose les 8 autres mois. L'herbe du pâturage nord est devenue épaisse et d'un vert profond. Le bétail suivait le calendrier de rotation que Claire avait conçu avec un contentement qui se voyait à leur poids. Il grossissait plus vite que lors de n'importe quel été dont Gabriel se souvenait, et il avait des registres remontant à 11 ans pour comparer. Le pâturage sud-est, laissé au repos pour sa première saison complète sous la nouvelle rotation, montrait déjà la différence. L'herbe y revenait d'une manière que Bastien qualifiait d'embarrassante, voulant dire par là que cela rendait l'ancienne méthode de pâturage ridicule rétrospectivement. Claire n'a rien dit à ce sujet. Elle n'en avait pas besoin. Le puits du pâturage est asservi sérieusement en juillet, quand une période de 3 semaines sans pluie a réduit le ruisseau à un filet d'eau, qui aurait forcé un déplacement prématuré du bétail. Au lieu de cela, les bêtes ont bu au puits, l'herbe a tenu et la rotation est restée sur les rails. Adrien Lefebvre avait eu raison sur la fiabilité en cas de sécheresse, et Claire avait eu raison sur Adrien. Toute la chaîne de bonnes décisions était là, discrète, dans la structure d'un été qui se passait mieux que prévu.
Colin avait fini par changer d'attitude en juin. Ce n'était pas une conversion spectaculaire. Il n'y avait pas eu de moment de révélation, pas d'incident unique qui aurait transformé sa résistance en respect. C'était plus lent et plus ordinaire que cela. Il avait vu la ligne de clôture rester au sec pendant les inondations du printemps. Il avait travaillé au forage du puits aux côtés de Pierre, et il avait fini par comprendre que la femme qui avait identifié le site l'avait fait de ses propres mains sur un champ gelé. C'était un fait qu'il avait ruminé un moment avant de l'accepter. Il avait été présent le matin où Claire avait renégocié une livraison de fournitures avec un marchand de la ville qui avait essayé de livrer moins que prévu tout en facturant le prix fort. Il l'avait regardé démonter la facture de l'homme ligne par ligne, avec cette précision tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qu'on ne peut pas déstabiliser. Après cela, Colline a commencé à finir son travail à temps. Elle l'a remarqué, mais n'a pas fait de commentaires. Certaines choses sont mieux reçues sans cérémonie, et la transition de la résistance à la fiabilité en faisait partie. On la reconnaissait en la traitant comme normale, et c'est ce qu'elle a fait. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était Martin. Franck Martin était le propriétaire du domaine situé à 10 km à l'est, celui qui avait perdu 11 bêtes pendant la tempête de novembre. C'était un homme imposant, au visage large, direct, comme les gens qui sont respectés depuis longtemps dans une communauté. Il exploitait ses terres dans cette vallée depuis 20 ans et était considéré comme l'un des éleveurs les plus expérimentés de la région. Il est arrivé à la Roche-Noire un mercredi de fin juillet, attachant son cheval au poteau et se présentant à la porte principale son chapeau à la main, ce que Claire a noté comme un choix délibéré pour un homme comme lui. Il n'était pas du genre à tenir son chapeau devant lui par défaut. Gabriel l'a accueilli dans la salle commune, et Claire est restée dans la cuisine, mais la maison était assez petite pour que les voix portent quand les gens oubliaient de parler bas, et elle n'essayait pas activement de ne pas écouter. « Je veux parler à celui qui a pris ses décisions en novembre dernier », a dit Martin. « Le bétail dans le canyon, les réserves d'eau, toute l'organisation. Parce que j'ai entendu des choses tout l'hiver, et je veux savoir comment la Roche-Noire n'a pas perdu ne serait-ce qu'un piquet de clôture. » Claire Whitlock, a répondu Gabriel. Elle gère nos opérations sur les terres. Un silence a suivi. La cuisinière ? Elle était la cuisinière, a rectifié Gabriel, et sa voix était neutre, du ton de celui qui a bien réfléchi à ce qu'il dit. Maintenant, elle gère les opérations du domaine. Le poste de cuisinière est séparé. Nouveau silence, plus long. Je peux lui parler ? Gabriel est apparu à l'entrée de la cuisine. Claire le regardait déjà. Il a légèrement haussé un sourcil. C'est comme vous voulez. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier et est entrée dans la pièce. Martin l'a regardée de cette façon dont les hommes comme lui regardent les femmes qu'on leur a décrites en des termes inattendus. Il réévaluait la situation rapidement, essayant de ne pas le montrer, sans y parvenir tout à fait. C'était un homme d'une 50aine d'années avec des yeux honnêtes, et elle a décidé en 10 secondes qu'il était capable de changer d'avis face à des preuves suffisantes. « Madame Whitlock, a-t-il dit, on m'a dit que vous aviez lu La Tempête de novembre avant qu'elle ne frappe. C'est vrai, a-t-elle confirmé. Combien de temps à l'avance ? Environ 8 heures, peut-être 9. Il a encaissé l'information. Mon contremaître a dit qu'il n'y avait rien dans ce ciel avant 4 heures de l'après-midi. Il regardait les mauvaises choses, a-t-elle répondu simplement, sans méchanceté. Les chevaux avaient déjà raconté l'histoire à midi. La chute de température entre la nuit précédente et ce matin-là était significative, et la couleur du ciel au nord avait un poids qui signifiait bien plus qu'une couverture nuageuse ordinaire. Martin est resté silencieux un moment. « J'ai perdu 11 bêtes, a-t-il dit, et 2 de mes hommes ont eu des engelures pendant 2 mois. L'un d'eux n'a toujours pas retrouvé toute la sensibilité dans 2 de ses doigts. Elle l'a regardé fixement. J'en suis désolé. Je ne suis pas venu chercher de la sympathie, a-t-il précisé, mais sans rudesse. Je suis venu parce que je ne veux pas que cela se reproduise. Il l'a regardé droit dans les yeux. Je veux savoir ce que vous savez, pas seulement sur les tempêtes, mais sur cette vallée, sur la gestion des terres dans ce genre de pays. C'était la chose la plus importante que quelqu'un d'extérieur au domaine lui ait dite depuis des années. Elle en a ressenti le poids, mais a gardé une expression neutre. C'est un vaste sujet, a-t-elle dit. Je le sais. Je ne vous demande pas de le résoudre cet après-midi. Il a jeté un coup d'œil à Gabriel puis est revenu vers elle. J'aimerais amener mon contremaître pour vous rencontrer, pour que vous puissiez parcourir notre propriété avec lui. Lui dire ce que vous voyez. Elle a regardé Gabriel. Il l'observait elle, pas Martin, ce qui signifiait qu'il lui laissait entièrement la décision, ce qui était la bonne chose à faire. Je peux faire ça, a-t-elle accepté. Pas avant août. Nous avons le changement de rotation à la fin du mois de juillet qui demande toute mon attention, mais début août, je pourrais venir chez vous. Martin a acquiescé. Il semblait un peu surpris qu'elle ait accepté si facilement, ce qui lui a indiqué qu'il s'attendait à plus de résistance ou de négociation, ou peut-être à ce que Gabriel réponde à sa place. C'est honnête, a-t-il dit. Début août.
Il est reparti 20 minutes plus tard et Gabriel est revenu vers la cuisine, s'appuyant contre le cadre de la porte, les bras croisés. Vous n'étiez pas obligé d'accepter, a-t-il noté. Je le sais. Ce n'est pas un petit engagement que de parcourir les terres de Martin, de travailler avec son contremaître. Ça va vous prendre des jours. Oui, elle s'est retournée vers la cuisinière. Son contremaître a perdu la sensibilité de 2 doigts, Gabriel. À cause d'une tempête que j'ai vue venir 8 heures à l'avance. Elle a ajusté le feu sous sa marmite. J'aurais dû aller chez Martin en novembre. J'y ai pensé et j'ai décidé que je n'avais pas l'autorité pour y aller sans y être invité. Elle a marqué une pause. Je ne prendrai pas la même décision 2 fois. Il est resté silencieux derrière elle. Elle sentait qu'il réfléchissait. Très bien, a-t-il fini par dire. D'accord, a-t-elle conclu. J'aurais dû chevaucher jusqu'au domaine de Martin dès le mois de novembre. J'y ai pensé longuement, mais j'ai fini par me dire que je n'avais pas l'autorité nécessaire pour débarquer sans y être invité. Claire a marqué une pause, ses yeux perdus dans les flammes de la cuisinière. Je ne commettrai plus jamais cette erreur. Gabriel est resté silencieux derrière elle. Elle sentait le poids de sa réflexion, cette manière qu'il avait de peser chaque mot, chaque conséquence. Très bien, a-t-il fini par dire d'une voix sourde. Des accords, a-t-elle simplement conclu. C'est ainsi qu'au cours de la première semaine d'août, Claire a pris la route pour le domaine de Martin, accompagnée de Vincent. Elle avait insisté pour que le vieux vacher vienne avec elle. Vincent connaissait chaque repli du terrain de la vallée du Cantal, chaque sentier escarpé, mais surtout, sa présence agissait comme un bouclier. Si Vincent était là, les hommes de Martin passeraient moins de temps à se demander ce qu'une ancienne cuisinière venait faire sur leur terre et commenceraient peut-être à l'écouter un peu plus vite. Le contremaître de Martin s'appelait Marc. C était un homme d'une 40aine d'années, taillé dans le roc, avec cette carrure compacte et efficace de ceux qui ont passé leur vie entière à soulever des charges et à lutter contre les éléments. Il affichait cette expression légèrement méfiante, typique de quelqu'un à qui on a ordonné de collaborer à une situation qu'il n'a pas choisie. Il a serré la main de Claire fermement, 2 coups secs, avant de la dévisager avec un regard qu'elle a immédiatement reconnu comme une évaluation. Elle l'a jaugé en retour, sans ciller. « Montrez-moi d'abord le pâturage sud », a-t-elle ordonné d'un ton calme mais sans appel. « Celui où vous aviez le bétail en novembre dernier. » Marc l'a guidée. Elle a traversé la prairie d'un pas lent, sentant l'herbe de fin d'été, sèche et dorée, craquer sous ses bottes. C'était cette façon de marcher qu'elle avait apprise avec le temps. Ne pas se contenter de regarder la surface, mais lire à travers elle, comme on apprend à déchiffrer un texte complexe à force de patience. Elle s'est accroupie à 2 reprises, enfonçant ses doigts dans la terre. Elle a longé la clôture, observant chaque détail. Puis, elle s'est arrêtée à l'extrémité nord et a levé les yeux vers la crête qui surplombait le domaine de Martin, la même crête qu'elle avait observée sous un autre angle l'année précédente. Elle a compris instantanément pourquoi le pâturage sud avait été un piège mortel pour les bêtes. Le vent dévale cette crête depuis le nord-ouest lors des grosses tempêtes, a-t-elle expliqué en désignant les sommets. Ce pâturage est totalement exposé sur toute sa face nord. Il n'y a aucun brise-vent naturel ici, rien pour casser la force des rafales. Elle s'est détournée et a pointé le doigt vers l'ouest, vers une butte qu'elle avait remarquée en arrivant. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette colline ? Marc a réfléchi un instant, plissant les yeux sous le soleil. C'est une vieille prairie de fauche. On ne s'en sert pas beaucoup pour le pâturage, l'herbe n'est pas assez grasse. À quel point est-ce abrité du nord-ouest ? La butte devrait couper la majeure partie du vent, je suppose. Il commençait à la regarder différemment. Sa méfiance s'effaçait lentement au profit d'une attention plus soutenue, presque respectueuse. « C'est là que votre bétail doit aller quand une tempête comme celle de novembre arrive », a déclaré Claire. « Cette butte jouera le même rôle que le canyon chez nous, au domaine de la Roche. Vous perdrez un peu de temps pour les y amener, mais vous les protégerez du vent glacial. » Elle a jeté un dernier regard vers le pâturage sud. En cas de blizzard venant du nord-ouest, cet endroit est l'un des pires de toute votre propriété. Marc est resté silencieux, assimilant l'information. « On met le bétail ici en hiver depuis 12 ans, a-t-il fini par lâcher, comme pour se justifier. « Je sais, a répondu Claire. Et lors d'un hiver ordinaire, ça ne porte probablement pas à conséquence. Mais dans une tempête avec une forte composante de nord-ouest et des températures aussi basses, vous avez vu le résultat. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Marc pouvait faire le calcul lui-même. Il avait encore en mémoire les images des bêtes gelées et les doigts engourdis de ces hommes. Claire a passé 4 heures sur le domaine de Martin ce jour-là. Elle a arpenté les terres avec Marc, tandis que Vincent discutait avec Martin sur le perron, de cette manière qu'ont les vieux éleveurs de parler sans hâte, par anecdotes interposées, tournant autour du sujet sans jamais l'aborder de front. C'était une conversation utile à sa façon. Claire a passé en revue la situation de l'eau, l'état des clôtures, et une section de la limite nord où elle avait repéré un début d'érosion qui trahissait un problème de canalisation plus haut sur la colline. Elle a expliqué à Marc le comportement des chevaux qui l'avaient alerté,
avant même que le ciel ne change de couleur en novembre. Elle observait le contremaître écouter avec une concentration extrême, comme un homme mettant à jour sa propre carte mentale en temps réel. Sur le chemin du retour, alors qu'il chevauchait vers le domaine de la Roche, Vincent a rompu le silence. « Marc est un homme bien », a-t-il noté. « Il l'est », a acquiescé Claire. « Il utilisera ce que je lui ai dit. C'est pour ça que je lui ai dit. » Vincent a continué d'avancer en silence pendant un moment. Le soleil de fin d'après-midi étirait les ombres sur la vallée, rendant l'herbe encore plus dorée de chaque côté du sentier. « Vous savez que Martin va raconter à tout le monde ce que vous avez dit, ce que vous savez. Ça va probablement compliquer les choses pour vous. » Claire l'a regardé, surprise. « Comment ça ? Les gens vont venir vous demander conseil pour d'autres domaines ?» a-t-il expliqué en gardant les yeux fixés sur la piste devant lui. Le bouche à oreille va vite dans une vallée comme la nôtre. Elle a réfléchi à cela. Elle n'y avait pas vraiment pensé, ce qui l'étonnait elle-même. Dès ordinaire, elle était plus douée pour anticiper les réactions en chaîne. Elle s'était concentrée sur le contremaître de Martin et ses doigts gelés, pas sur ce qui suivrait. « Gabriel doit savoir que cela risque d'arriver », a-t-elle dit. Gabriel le sait déjà, a répliqué Vincent avec un petit rire étouffé. Il n'est pas idiot. Non, a-t-elle convenu. Il ne l'est pas. Et effectivement, Gabriel était parfaitement au courant. Il a abordé le sujet lui-même ce soir-là, alors qu'il s'était installé pour leur routine désormais établie. L'heure après le souper, à la table de la cuisine, avec les registres ou les plans de travail, dans cette atmosphère où la conversation oscillait entre le professionnel et le personnel, trouvant son équilibre tout naturellement. Martin a parlé à 3 autres éleveurs à la coopérative du village la semaine dernière, a commencé Gabriel avant même d'ouvrir ses livres. Apparemment, il pose des questions sur la tempête de novembre depuis des mois. Vincent m'a dit que les gens risquaient de venir me solliciter, a répondu Claire. C'est déjà fait. Bernard a envoyé une lettre. Il a fait glisser une enveloppe sur la table. Claire l'a ramassée et l'a lue. Le vieux Bernard, celui dont la cave à légumes avait été inondée, écrivait pour demander si quelqu'un du domaine de la Roche accepterait de venir le conseiller sur la gestion des crues printanières. Elle a reposé la lettre, pensive. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Je lui ai dit que je t'en parlerais. Elle a de nouveau regardé l'enveloppe. Bernard n'était plus un jeune homme. Il était installé dans cette vallée depuis plus longtemps que quiconque, et l'inondation de ses réserves avait été un coup terrible pour une exploitation qui tournait déjà au ralenti. Le genre de coup qui pouvait transformer un hiver difficile en une véritable catastrophe. Je vais lui écrire, a-t-elle décidé. Mais je veux être clair sur un point d'abord. Gabriel a attendu qu'elle poursuive. Si cela devient une habitude, si je dois conseiller d'autres domaines, il faut une structure. Ce ne sera pas de la charité, ni des petits services entre voisins. Il faut un véritable arrangement professionnel, avec des conditions précises. Elle a planté son regard dans le sien. Sinon, je ne fais que distribuer gratuitement un savoir qui a de la valeur, et c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire il y a bien longtemps. Il a acquiescé d'un signe de tête, sans hésitation. J'allais te proposer exactement la même chose, a-t-il avoué. Vraiment, dans ces termes. Il a repris son stylo, un léger sourire aux lèvres. À quelles conditions penses-tu ? Ils ont passé 1 heure à en discuter. C'était le genre de conversation qu'il aurait été impossible d'imaginer en novembre, quand elle n'était que la cuisinière servant le café à des hommes qui ne l'écoutaient pas. Maintenant, c'était simplement du travail. 2 personnes qui se respectaient mutuellement, élaborant la structure de quelque chose de nouveau, débattant sur certains points, tombant d'accord sur d'autres, pour finalement arriver à une solution qui n'était la position initiale d'aucun des deux, mais qui était bien meilleure parce qu'elle avait été négociée avec intelligence. Le 2e hiver S est annoncé dès le mois d'octobre. Claire l'a ressenti de la même manière qu'elle avait senti venir le blizzard de novembre. Ce n'était pas une certitude magique, ni cette intuition dramatique que les gens décriraient plus tard comme un don, mais la connaissance accumulée d'une femme qui observait la même terre depuis 14 mois et qui en avait construit une image assez détaillée pour reconnaître quand quelque chose clochait dans le décor. Les signes étaient différents cette année-là, plus subtils par certains aspects, plus prononcés par d'autres. Le cycle des températures durant les 2 premières semaines d'octobre était irrégulier, d'une manière qu'elle n'avait pas observée l'année précédente. Le bétail changeait ses habitudes de pâturage, se regroupant vers le sud des prairies plus tôt que d'habitude, une sorte de préparation instinctive à la pression qui s'annonçait. Elle a dit à Gabriel, au cours de la 2e semaine d'octobre, qu'elle pensait qu'il se dirigeait vers un hiver bien plus rude que le précédent. Il l'a regardé intensément à travers la table de la cuisine. Plus dur que l'an dernier. Probablement. Je ne suis pas certaine à 100%, mais les indices pointent dans cette direction. Et je préfère me préparer au pire et me tromper, plutôt que de me préparer à un hiver normal et être prise de court. Il n'a pas discuté. Il a sorti le grand registre, et ils ont commencé à passer en revue la liste des préparatifs,
en s'appuyant sur ce qu'ils avaient fait l'année précédente et en y ajoutant ce qu'ils avaient appris depuis. Le plan de rotation du bétail vers le canyon, les réserves d'eau supplémentaires, le toit du hangar désormais solide, l'isolation du bâtiment des ouvriers que Pierre avait amélioré en septembre sur ses conseils. Elle a écrit à Martin et à Bernard pour leur donner des instructions spécifiques de préparation, mentionnant la prairie de fauche pour le bétail de Martin et les travaux de barrière contre les crues pour la cave de Bernard. Elle a également écrit à 2 autres exploitations qui l'avaient contactée, soulignant les indicateurs clés qu'elle surveillait et ce qu'ils devaient faire avant novembre. Était étrange d'écrire ces lettres. Pas désagréable, mais étrange. Cette expérience d'avoir un savoir utile aux autres, d'avoir des gens qui le demandaient et d'être en position de le donner sans avoir à s'excuser ou à rester dans l'ombre. Elle avait passé des années à être celle qui savait des choses que personne ne demandait. Elle s'habituait encore à être celle dont on recherchait activement l'expertise. Vincent l'a trouvée à la table de la cuisine tard un soir, les lettres empilées et cachetées devant elle. Il est resté un moment sur le pas de la porte avant qu'elle ne lève les yeux. « Vous écrivez à 4 domaines », a-t-il noté. 5, en comptant Bernard. Il a regardé la pile de enveloppes. « Vous savez ce que vous êtes devenu dans cette vallée. » Elle a attendu. « La personne que les gens appellent quand ils ne savent plus quoi faire », a-t-il dit. « Ce n'est pas rien. »« Non », a-t-elle admis. « Ce n'est pas rien. » Il est allé vers la cuisinière, S est versé un café et S est assis en face d'elle, ce qu'il faisait rarement à cette heure tardive. Elle a attendu, car les visites nocturnes de Vincent Lefebvre signifiaient toujours quelque chose d'important. « Je vous dois quelque chose », a-t-il commencé. « Vous ne me devez rien. »« Si, pour novembre », a-t-il insisté. « J'ai dit que c'était ma décision quand nous avons déplacé le bétail, j'ai donné les ordres aux hommes. Je ne vous ai pas rendu justice publiquement. Je le sais, a-t-elle répondu doucement. C'est moi qui vous ai demandé de faire comme ça. N'empêche. Il faisait tourner sa tasse entre ses mains. Il était mal à l'aise, de cette façon qu'ont les hommes fiers quand ils essaient de réparer une injustice qui leur coûte. Devant les hommes, j'aurais dû dire que c'était votre idée à un moment donné. Elle l'a observé un instant. Vincent avait plus de 60 ans, il avait passé toute sa vie adulte dans des fermes où la cuisinière restait à sa place et où les hommes décidaient, sans que ces catégories ne soient jamais remises en question. Le fait qu'il soit assis là, à 10 heures du soir pour lui dire cela, était une preuve de respect immense. « Vous êtes venu me voir quand c'était important », a-t-elle rappelé. « Vous avez écouté quand les autres ne l'auraient pas fait, et vous m'avez soutenu chaque jour depuis novembre sans que je vous le demande. » Elle a soutenu son regard. « Ce n'est pas une dette, Vincent. C'est juste qui vous êtes. » Il a baissé les yeux vers la table. « Vous êtes plus généreuse que la plupart des gens. Je suis pragmatique, » a-t-elle corrigé. « Garder de la rancœur demande une énergie que je préfère dépenser ailleurs. » Il a presque souri. Elle connaissait ce visage maintenant, celui où il luttait contre un sourire. « Vous êtes une personne avec qui il est bon de travailler, » a-t-il dit, ce qui, venant de sa part, était le plus haut compliment possible. « Vous aussi, » a-t-elle conclu. Il a fini son café et est allé se coucher. Claire est restée assise encore quelques minutes dans le silence de la cuisine, les lettres devant elle, le feu mourant dans l'âtre. Elle a repensé à la chaîne d'événements qui l'avait menée ici. Ce matin où elle se tenait près du tas de bois, une bûche de pain contre la poitrine, regardant le ciel meurtri au nord. Les heures passées à s'activer dans la maison pendant que les hommes jouaient aux cartes et que le blizzard s'assemblait sur la crête. Le sourire moqueur de Pierre, qui avait disparu depuis longtemps. Elle a pensé à ce jeune homme en Wyoming qui n'était jamais revenu, et à son premier mari, et à toutes ces années de silence. Elle a pensé à toutes ces cuisines où elle avait su et où elle s'était tue, parce que le monde où elle vivait n'avait pas de place pour ses connaissances. Elle ne se faisait pas d'illusions. Elle n'était pas femme à romantiser les choses. Ces années avaient été dures, et certaines l'avaient été plus que d'autres. Le fait d'avoir eu raison sur un champ gelé ou sur une tempête ne changeait rien à la rudesse de son passé. On ne récupérait pas ces années-là. Ce savoir avait coûté cher à accumuler, et ce coût n'était pas annulé par le fait qu'il était enfin utilisé. Mais il était utilisé. Si était là l'essentiel ce soir, sur ce domaine, dans ces lettres destinées aux 5 propriétés de la vallée. On s'en servait. Si était suffisant, si était même plus que ce qu'elle avait espéré. Le deuxième hiver est arrivé durant la première semaine de décembre. Il a déferlé depuis le nord, exactement comme elle l'avait prévu, et il a été bien pire que le précédent. Ce ne fut pas un seul blizzard continu, mais une succession de tempêtes. 3 tempêtes majeures en 6 semaines. Chacune faisait chuter les températures à des niveaux qui mettaient à rude épreuve les préparatifs qu'elle et Gabriel avaient mis en place. Le genre d'hiver qui vide les exploitations mal gérées et laisse les autres endommagées mais debout. Le domaine de la Roche a perdu 2 veaux lors de la deuxième tempête, à cause d'une brèche dans l'abri du canyon que Pierre a trouvée et réparée entre la deuxième et la troisième tempête, dans des conditions qui demandaient un courage authentique. Ils ont perdu une section de la clôture ouest lors de la troisième tempête,
emportée par une congère qui s'était accumulée avec plus de pression que ce que Claire avait prévu. Elle a noté cela et l'a classé pour les ajustements futurs. 2 bêtes et une clôture. C était tout. Voilà l'inventaire des dégâts. Le domaine de Martin, en suivant la préparation de la prairie de fauche que Claire avait spécifiée, n'a rien perdu lors de la première tempête et seulement 3 bêtes lors de la seconde, un résultat radicalement meilleur que l'année précédente. Martin a fait le déplacement jusqu'au domaine de la Roche, entre 2 tempêtes spécifiquement pour venir le dire, ce que Claire a trouvé très noble de sa part. La cave de Bernard, protégée par le système de barrière qu'elle avait conçu en été, est restée sèche. Il a envoyé une lettre en janvier, longue de 2 pages, que Claire a lue 2 fois, parce que Bernard n'était pas homme à écrire de longs courriers, et le simple fait qu'il l'ait fait signifiait beaucoup. La vallée a traversé ce 2e hiver avec des résultats disparates, marquant la différence entre ceux qui s'étaient préparés et les autres. Et quand les éleveurs se sont réunis à la coopérative du village lors de la première semaine de février, dès que les routes ont été de nouveau praticables, le nom qui revenait le plus souvent dans les conversations était celui de Claire Valois. Ce n'était plus seulement le nom d'une cuisinière, c'était devenu quelque chose de plus complexe, de plus spécifique. La femme du domaine de la Roche, celle qui savait ce que la terre allait faire avant qu'elle ne le fasse, et qui avait accepté de partager ce savoir avec assez de gens pour que la vallée entière s'en sorte mieux qu'elle n'aurait pu l'espérer. Elle a appris l'existence de ces discussions par Pierre, qui était allé en ville pour le ravitaillement et qui avait entendu les éloges de ses propres oreilles. Il est venu lui raconter cela dans l'écurie, où elle vérifiait une légère boiterie sur l'un des chevaux. Elle passait sa main le long de la jambe de l'animal, cherchant une source de chaleur, quand Pierre est apparu sur le pas de la porte avec l'expression de quelqu'un qui vient d'entendre une nouvelle importante. « Les gens parlent de vous en ville », a-t-il annoncé. « Les gens parlent de tout le monde dans une vallée comme celle-ci », a-t-elle répondu sans lever les yeux. « Pas comme ça. » Il est entré plus avant dans l'écurie. Martin racontait que vous aviez prédit tout le cycle de l'hiver, que vous lui aviez dit en octobre ce qui allait arriver, et qu'il s'est préparé grâce à vous et a sauvé son troupeau. Il a marqué une pause. Le vieux Bernard était là aussi. Il a dit quelque chose que je pensais que vous aimeriez entendre. Elle a trouvé la légère chaleur qu'elle cherchait, juste au-dessus du boulet. Rien de grave. Elle s'est redressée et a regardé Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en 40 ans d'élevage dans cette vallée, il n'avait jamais eu personne pour lui expliquer sa propre terre comme vous l'avez fait cet été. Pierre a soutenu son regard. Il a dit que vous lui aviez appris des choses sur son ruisseau et sur l'emplacement de sa cave qu'il n'avait jamais comprises, alors qu'il les avait sous les yeux toute sa vie. Elle s'est retournée vers le cheval, notant mentalement les soins à apporter. Une légère inflammation, rien qu'un peu de repos et de surveillance ne puisse régler. Elle a flatté l'encolure de la bête. Bernard est un homme fier, a-t-elle dit. Ça a dû lui coûter de dire ça. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a dit devant tout le monde, a simplement répondu Pierre. Elle a réfléchi à cela. Elle a pensé à Martin qui était venu avec son chapeau à la main. Elle a pensé aux doigts de Marc qui ne retrouveraient peut-être jamais leur sensibilité. Elle a pensé aux lettres qu'elle avait écrites en octobre et elle s'est demandé si cela avait suffi. Une partie avait suffi, pas tout. Ce n'était jamais tout. C'était cela, le savoir. Ce n'était jamais complet, jamais suffisant pour chaque situation, jamais une garantie absolue. Elle avait eu raison assez souvent pour que cela compte, et elle s'était trompée assez souvent pour rester honnête sur ce qu'elle ignorait encore. C'était tout ce que le travail serait jamais. Gabriel lui a demandé de l'épouser en mars, quand la dernière tempête du 2e hiver S est dissipée et que les premiers signes timides d'un nouveau printemps sont apparus sur les pentes exposées au sud. L'herbe brune commençait à peine à rêver de vert, et le ruisseau coulait de nouveau clair. Il lui a fait sa demande dehors, ce qu'elle n'avait pas prévu. Il était venu la rejoindre près de la clôture nord, où elle inspectait la berge pour évaluer le potentiel des crues de fonte, et il était resté à ses côtés quelques minutes, observant l'eau avant de prendre la parole. « Je veux te demander quelque chose, a-t-il dit. Tu peux me demander ce que tu veux sans l'annoncer à l'avance, a-t-elle répondu. Tu le fais depuis des mois. Celle-ci est différente. Elle l'a regardé. Son visage affichait cette expression contenue, mais pas totalement. Il laissait transparaître quelque chose de vulnérable, ce qui, pour Gabriel, était un signe immense. Très bien, a-t-elle dit. Il a fait sa demande simplement, sans théâtralisme, avec les mots d'un homme qui avait réfléchi soigneusement à ce qu'il voulait dire et qui avait dépouillé son discours de tout artifice jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité pure. Elle est restée silencieuse un long moment. Le ruisseau murmurait à leurs pieds. Un faucon décrivait des cercles au-dessus de la crête. On aurait des disputes, a-t-elle fini par dire. On en a déjà. On en aurait de façon permanente. Je le sais, a-t-il répondu. Je ne te demande pas ça parce que je pense que ce sera facile. Je te le demande parce que c'est toi. Elle a regardé l'eau courante.
Elle a repensé à Pierre, lui demandant si cela l'avait rendue folle de savoir et de ne pas être écoutée. Elle a pensé aux cuisines sombres. Elle a pensé à ce jeune homme dans le Wyoming, à son premier mari et à toutes les années qui s'étaient écoulées. Elle a repensé à cette soirée de juin où elle avait accepté que Gabriel lui fasse la cour, et à la façon dont aucun d'eux n'en avait fait une montagne, passant l'heure suivante à discuter des rotations de pâturage. Elle s'est dit que si était exactement comme cela que les choses devaient être, que le travail et la vie n'étaient pas deux choses séparées, mais une seule et même étoffe, et que ce qu'elle avait avec cet homme était bâti sur une connaissance réelle l'un de l'autre, pas sur une projection romantique comme elle en avait vu tant échouer. Elle n'allait pas prétendre qu'elle n'avait pas peur. Elle avait été mariée, elle avait tout perdu. Cette terreur spécifique de s'attacher à quelque chose qui pouvait vous être arraché était une blessure qu'elle porterait toujours en elle. Ce n'était pas toujours douloureux, mais c'était toujours là. Mais la peur était une information, pas un ordre. Elle avait appris cela il y a bien longtemps. On notait la peur, on la prenait au sérieux, et on prenait sa décision malgré tout. Oui, a-t-elle dit. Il a laissé échapper un long soupir de soulagement. Elle a gardé les yeux fixés sur le ruisseau. Les mêmes conditions qu'avant s'appliquent, a-t-elle précisé. Le travail reste le travail. Les mêmes conditions a-t-il acquiescé. Et tu n'as pas le droit d'être une personne différente avec moi de celle que tu es sur le domaine. Je ne sais pas comment être quelqu'un d'autre, a-t-il avoué. Ça n'a jamais fait partie de mes talents. Je sais, a-t-elle dit avec un demi-sourire. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'accepte. Elle a fini par tourner les yeux vers lui. Il la regardait avec l'expression la plus désarmée qu'elle lui ait jamais vue. Quelque chose d'ouvert, quelque chose qui reconnaissait le poids de ce qui venait d'être dit sans essayer de le minimiser. Elle a tendu la main et l'a posée dans la sienne. Ses doigts se sont refermés sur les siens. Ils sont restés ainsi près du ruisseau pendant quelques minutes, à regarder l'eau, puis Claire a repris la parole. La fonte va être moins forte cette année que l'an dernier. La couche de neige sur la crête est plus mince. C est une bonne ou une mauvaise chose. Bonne pour la cave de Bernard, moins de pression sur la berge nord. Elle a observé la ligne de la rive. On devrait quand même garder la clôture là où elle est. Le retrait de 20 mètres est le bon, peu importe ce que le ruisseau fait d'une année sur l'autre. Des accords a-t-il approuvé. Ils sont rentrés ensemble vers la maison sous le soleil pâle de mars, main dans la main, et ils ont discuté de la rotation de printemps, du hangar et de la lettre qu'elle devait écrire à un nouvel éleveur arrivé dans la vallée en janvier, qui avait déjà envoyé 3 demandes pour savoir si elle accepterait de venir visiter ses terres. Le travail continuait. Il continuait toujours. Elle l'avait compris, non pas un fardeau, mais ce qui se rapprochait le plus d'une fondation solide dans ce pays. L'accumulation régulière de jours difficiles, utiles et réels. Le savoir construit saison après saison. La confiance gagnée non pas une fois pour toutes, mais continuellement, à travers chaque décision et chaque tempête. Et chaque matin, on se levait et on y retournait. Cette terre n'avait jamais été généreuse avec ceux qui cherchaient la facilité. Elle l'était parfois, selon ses propres termes, avec ceux qui faisaient attention, ceux qui restaient, ceux qui apprenaient à connaître le terrain, au lieu d'exiger qu'ils se plient à leurs désirs. Claire Valois avait fait attention toute sa vie, dans les cuisines, lors des transhumances, sur les pâturages gelés et durant les heures sombres des blizzards qui voulaient tout emporter. Elle avait fait attention quand personne ne regardait et quand tout le monde s'en moquait. Et elle avait gardé ce savoir vivant en elle durant toutes ces années où il n'avait nulle part où s'exprimer. Aujourd'hui, ce savoir avait une place. Elle le portait avec elle vers le printemps, vers son mariage, vers les saisons qui suivraient, les rudes et les plus douces, les pertes et les victoires, les disputes et les accords, les matins à la clôture nord et les soirées à la table de la cuisine. Elle le portait dans chaque conversation avec chaque éleveur de la vallée qui finissait par trouver le chemin du domaine de la Roche, son chapeau à la main, avec ses questions et son espoir désespéré que quelqu'un puisse lui dire comment protéger ce qu'il avait bâti. Elle leur disait ce qu'elle savait. Elle admettait ce qu'elle ignorait. Elle se trompait parfois. Et elle avait raison plus souvent qu'à son tour. Et elle apprenait de ses erreurs de la même manière qu'elle apprenait de tout le reste, en prêtant attention à ce que les faits disaient réellement plutôt qu'à ce qu'elle aurait voulu entendre. C'était tout. C'était tout ce qu'il y avait à savoir. Il n'y avait pas de secret au-delà de cela. Pas de don magique, pas de talent spectaculaire, aucune qualité exceptionnelle qui la distinguait de quiconque était prêt à faire la même chose. Juste de l'attention, juste de la patience, juste la volonté de regarder ce qui était vraiment là au lieu de ce qui était plus facile à voir. Les silencieux savaient toujours. C'est ce que la vallée a fini par apprendre au sujet de Claire Valois. Non pas qu'elle avait un pouvoir spécial, mais qu'elle n'avait jamais cessé de faire attention, même quand il n'y avait aucune récompense à la clé. Surtout à ce moment-là.